Les sujets pour ce discours de rentrée académique étaient légion. J'aurais pu choisir le sujet qui me préoccupe le plus et je vous aurais alors parlé sans grande surprise du définancement structurel de l'enseignement supérieur et de ses impacts dramatiques pour les conditions d'enseignement, les conditions de recherche, les conditions de travail pour les différents membres de cette université et des autres d'ailleurs. Mais je n'aime pas radoter en public et donc je n'ai pas choisi ce sujet. J'aurais pu aussi choisir l'optimisme. Et je vous aurais alors parlé de, par exemple, l'enthousiasme du conseil d'administration face à toutes ces initiatives pédagogiques et technologiques qui ont pu, même si un virus veut nous imposer la distance, qui nous ont permis, à nous, Université de Namur, de rester aussi proches que nous le sommes depuis toujours, aussi proches de nos étudiants. Mais d'autres personnes, ici dans la salle d'ailleurs, sont mieux placées que moi pour vous en parler, et donc ce n'était toujours pas le bon sujet. J'ai finalement décidé d'apporter ma modeste contribution aux échanges qui suivront dans un instant et de partager avec vous ce que m'inspire le dialogue parfois difficile entre les experts et la société. Je me souviens d'une discussion il y a quelques mois en marge du conseil d'administration, c'était au temps d'avant, au temps où on rêvait d'organiser ici à la rentrée une magnifique cérémonie de docteur honoris causa. Et cette cérémonie, elle aurait pu mettre en avant la question de la place des experts dans la société, ou plutôt leur non-place, et le fait que la parole scientifique est trop souvent méprisée et absente du débat public. Nombreux ont espéré ou auraient pu espérer que la crise sanitaire et l'appel des experts à la rescousse du politique soit une belle occasion de valoriser l'expertise universitaire pour ce qu'elle est. Mais la violence des propos échangés notamment sur Facebook ou sur Twitter montre que ce n'est malheureusement pas le cas. Condamnés à travailler ensemble, experts et politiques n'ont pourtant pas réussi à réhabiliter la place du discours scientifique dans la société. Pourquoi ? Permettez-moi de mettre devant vous une modeste hypothèse parmi tant d'autres, on en parlera plus tard. La société a peur. Elle cherche donc une porte de sortie, une solution univoque, rapide, facile. Et dans ce contexte, l'épidémiologiste qui sait, le scientifique qui sait, rassure. Il rassure aussi d'ailleurs les décideurs politiques, mis sous pression de fournir très rapidement cette solution magique. Mais la société est aussi exigeante. Elle commente, elle pointe les contradictions, elle choisit son camp. Et parfois, armée des réseaux sociaux, elle juge et elle condamne sans procès. Nous le savons tous ici, il n'y a pas de solution facile et il n'y a pas de réalité scientifique univoque. Dans un monde complexe qui appelle des réponses complexes, ceux qui, experts ou politiques, plaident le contraire, alimentent le populisme et délégitimisent leur place dans la société. Mesdames, Messieurs, chers amis, le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, ce sont les certitudes, dit l'islamologue Rachid Benzine. En cette rentrée académique, je n'ai qu'un seul souhait à formuler. Où que nous soyons, cultivons inlassablement le doute. Dans nos auditoires, dans nos laboratoires, dans les parlements, dans les gouvernements, au sein même des instances de gouvernance de notre université. C'est au cœur de nos doutes que naissent nos légitimités. Bonne rentrée académique à tous. Merci, Madame la Présidente. Je vous propose d'accueillir maintenant le président de l'Assemblée générale des étudiants de l'Université de Namur, c'est Thomas Bouillon. Merci à vous. On vous écoute. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion d'écouter un talk d'un TEDx qui s'appelait « The Transformative Power of Classical Music » et qui tendait à démontrer l'impact émotionnel que pouvait avoir la musique classique sur une personne, ainsi que notre amour inexploité pour ce style musical. Ce talk
cherchait aussi à démontrer que le morceau de musique classique qu'on allait écouter devait être vu comme une ligne, partant de la première à la dernière note, et non pas comme quelque chose de fractionnable. Ce visionnage m'a profondément bouleversé. La vie ne serait-elle pas un album de musique classique ? Les nocturnes de Chopin ne représenteraient-elles pas les moments de mélancolie ? Le lac des cygnes de Tchaïkovski, l'évasion de l'esprit ? La chevauchée des Valkyries, la puissance grandiose de l'homme ? Ou tous ces morceaux ne pourraient-ils pas être interprétés complètement différemment en fonction de qui on est et de ce qu'on a vécu ? Mesdames et messieurs, je vous pose cette question. Si nos vies sont nos propres albums de musique classique, l'histoire n'est-elle pas en quelque sorte une géante bibliothèque Spotify ? Pour créer une playlist sur Spotify, il suffit de choisir les morceaux qui nous plaisent et cliquer sur « Ajouter à la playlist ». Si ma playlist personnelle est en construction, j'aimerais partager avec vous ce soir ma construction de la playlist de l'histoire avec un grand H. Le premier titre que j'aimerais vous partager est celui qui me paraît le plus important, l'environnement. J'ai beau être jeune, j'ai bien compris que la lutte contre le réchauffement climatique est la condition sine qua non pour permettre à chaque habitant d'évoluer et de s'épanouir. Et pourtant, cet environnement est aujourd'hui abîmé, détruit par la course au profit qui n'a fait que s'accélérer avec l'ultralibéralisation des marchés. On pourrait comparer l'impact de l'ultralibéralisation sur le climat à l'impact des rankings sur les universités. Tout le monde veut être devant l'autre, quitte à écraser son adversaire. Et plus le naufrage est proche, plus l'orchestre du Titanic joue fort afin de couvrir les cris de détresse de ses passagers. Le budget de l'État est très serré, et j'en suis bien conscient. Mais en tant qu'étudiant en économie, 2 principes m'animent. Le premier, il y a 2 manières de gagner de l'argent. Soit le créer, soit ne pas le dépenser. Le deuxième, il y a 2 manières de gérer de l'argent. Aujourd'hui, j'ai 1 euro, demain, j'en ai 2. Aujourd'hui, j'ai 1 euro, demain, j'en ai 0. Viser une économie verte, où on paie le vrai prix des choses, où on revient à l'essentiel, tout en assurant une croissance économique, c'est possible, j'en suis convaincu. Et en aboutissant à cette économie verte, vous aurez fait un placement à long terme rentable pour les générations futures, qui ne seront autres que nos enfants et petits-enfants. Comme deuxième morceau, j'aimerais évoquer l'enseignement. Même si je ne compte pas devenir le meilleur trader de chez JP Morgan, je peux dire à toute personne qui cherche un investissement dans la salle que le meilleur placement qu'il existe, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, c'est l'éducation. Offrir un enseignement, mais surtout un enseignement de qualité, c'est combattre tous les maux qui nous animent. La colère, le racisme, la haine. Être éclairé de savoir permet de sortir de ses préjugés et de ses dogmes, de s'ouvrir au monde, de se découvrir soi-même. Lorsque l'on regarde les chiffres disponibles sur le site de la FWB et de l'ARES, on peut faire le constat qu'entre 1989 et 2017, le budget pour l'enseignement universitaire a augmenté de 80%, pour une augmentation de 87% du nombre d'étudiants. En faisant un rapide calcul, on constate une diminution de plus de 300 € par an, par étudiant, sans tenir compte de 28 ans d'inflation. Même si les économies d'échelle peuvent s'appliquer dans bien des domaines, je pense que personne dans cet auditoire n'oserait avancer qu'on peut l'appliquer dans un enseignement de qualité. Lorsque l'on investit dans une entreprise, on regarde entre autres son taux d'endettement. Si l'entreprise est fortement endettée, tant qu'elle arrive à dégager des marges bénéficiaires, ce n'est pas vraiment un problème. Je pense que nous n'avons plus le choix. Nous devons réinvestir massivement dans l'enseignement, qu'il soit technique, de cycle court, professionnel ou de cycle long. Ce n'est pas de l'argent perdu. C'est la base de notre société, c'est la base de notre futur. Enfin, j'aimerais bien qu'un dernier morceau soit joué dans ma playlist. Il s'appelle « Espoir ». J'ai 20 ans et j'ai l'impression que le monde entier ne tient qu'à un fil. Les démocraties s'effritent, les partis extrêmes enflent, le climat déraille, les guerres s'amplifient, la faim est toujours là, la misère est toujours là. Pourtant, mesdames et messieurs, moi qui ai 20 ans, je crois éperdument au morceau « Espoir ». Je ne suis pas utopiste, mais je suis convaincu qu'à travers cette planète, des millions de personnes souhaitent comme moi un monde plus apaisé.
Un monde plus apaisé qui commencerait par une magnifique Europe, rayonnante, défendant les droits en tout genre, défendant une qualité de vie exceptionnelle, aidant et protégeant les pays dans le besoin. Ce monde serait constitué de citoyens consciencieux qui feraient attention à leurs prochains et à leur impact sur la planète en stoppant toute forme de consommation à outrance. Ce monde serait instruit, cultivé et viserait des intérêts communs en lieu et place de ses intérêts personnels. Ce monde, c'est nous qui le construisons, c'est nous qui le choisissons. L'impact de nos actions du quotidien, qui peut nous paraître insignifiant, est colossal. Soyons les acteurs du changement et les bâtisseurs de demain. Pour conclure, j'aimerais donner un titre à ma playlist Spotify qui devrait m'accompagner tout au long de ma vie et qui, j'espère, sera également écoutée par des personnes présentes dans cette salle. Cette playlist, je vais l'appeler « Anticiper et relever les défis de demain », car selon moi, pour répondre à ce titre, il faut jouer les morceaux « Environnement, enseignement et espoir ». Merci à tous. Merci Thomas Bouillon, donc président de l'AGE. Je vous propose maintenant d'accueillir le recteur de l'Université de Namur, Monsieur Naji Abra. La parole est à vous. Donc, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je vais me contenter de cette formule aujourd'hui. Plutôt que citer les titres, restons sur les qualités. Nous formons tous une communauté humaine. Et puis, pour des raisons pratiques aussi, j'ai voulu avoir une liste de protocoles bien en ordre, mais il y a déjà 3 ministres qui étaient annoncés hier du gouvernement wallon, qui sont en quarantaine. Monsieur le député namurois, il est devenu il y a une semaine vice-premier ministre fédéral. Mes chers collègues et amis recteurs, je dois dire maintenant, Barré, ma chère collègue rectrice et mes chers collègues recteurs, j'ai renoncé à travailler sur les titres. Chers amis, bienvenue à cette rentrée académique exceptionnelle. Une entrée particulière en pleine crise, une crise sanitaire certes, mais j'espère, tout le monde a compris, c'est une crise plus largement que ça. Dans le palmarès des mots les plus entendus au cours des 7 derniers mois, c'est le mot Covid, et puis ce qui sort, c'est le mot crise. J'aime beaucoup la manière dont la pensée chinoise désigne le concept de crise avec un double idéogramme, avec 2 constituants. Un premier, Wei, évoque le risque, le danger, et puis l'autre évoque une transformation, une rupture que certains traduisent par opportunité. Le côté versant sombre, d'abord, le risque et le danger. La crise, c'est dur. Ne passons pas sous silence, pas trop rapidement, les difficultés, les maux, les malheurs qui vivent la communauté en général et la communauté universitaire en particulier. Maladie ou décès d'un proche, éloignement, difficultés économiques, et puis le stress, la fatigue et le découragement que je ressens bien présents autour de moi. C'est la reconnaissance de la souffrance des uns et des autres, ainsi que la solidarité qui l'apaise, qui font réellement de nous une communauté humaine. Ne nous décourageons pas. Cette crise, nous sommes contraints de la traverser, mais nous pouvons aussi, nous devons aussi la saisir comme une opportunité. Et oui, le changement peut être positif à condition de bien s'y prendre, de bien apprendre de ce qui nous arrive. C'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, de l'avant pour l'après. Pour rester dans l'étymologie chinoise, dans le mot crise, il y a cette idée de rupture. Il ne s'agit plus d'une transformation douce, d'une évolution naturelle, mais bien d'une rupture, un avant et un après. Avant la crise, nous étions déjà engagés dans un mouvement de transition, société comme université. Dans mon premier discours ici comme recteur, j'ai commencé par le slogan « Université en transition dans un monde en transition ». Et c'est bien, notre université est bien engagée pleinement dans son rôle sociétal, à l'avant-garde de cette transition, à travers les étudiants, et on vient de les entendre,
notre futur, qui nous tirent vers l'avant avec leur aspiration forte pour une transition forte, et à travers les chercheurs et les enseignants qui ouvrent la voie de l'innovation et de la créativité. Depuis le 13 mars, nous ne sommes plus dans une transition douce, nous sommes dans la rupture. Dans tous les secteurs de la société, la crise a mis encore plus en lumière les forces et les talents, mais également les faiblesses et les fragilités du système. Au sein de l'UNAMUR, comme partout ailleurs dans la société, la crise a été révélatrice de bien de talents. C'était une formidable opportunité de déployer notre capacité d'innovation, de revenir aux fondamentaux de la mission universitaire, créer et mobiliser des connaissances, sortir des sentiers battus pour proposer des solutions inédites au service de la société. Chacun a redoublé de créativité, d'engagement et d'agilité dans cette université pour continuer simplement à assurer notre mission. J'ai toujours eu une immense foi en la capacité des femmes et des hommes de mon université, mais je dois bien avouer que cette crise m'a surpris par l'ampleur des talents révélés. Des étudiants et enseignants ont déployé des trésors de créativité pour poursuivre la mission, parfois en réinventant complètement la mission. Des chercheurs ont apporté des solutions concrètes aux problèmes de société qui ont émergé, et on va entendre une partie autour des tables rondes tout à l'heure. Maintenir nos missions tout en innovant au service de la société a exigé et continue d'exiger beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Je ne voudrais pas avancer dans ce discours sans remercier une nouvelle fois, la présidente vient de le faire, mais je tiens à le faire aussi, les membres de mon université qui ont fait preuve d'abnégation, parfois à la limite de leur force. Mais la crise a mis aussi en évidence des faiblesses et des fragilités. Les fragilités des institutions publiques comme celles des universités. Permettez-moi d'en citer quelques-unes, je vais choisir 3, avec une analogie entre les institutions politiques et les universités. La première fragilité que la crise a révélée est le manque cruel de moyens pour ce qui est essentiel, pour ce qui fait sens à l'échelle de société. Je ne veux pas prêcher pour ma chapelle aussi, je parle de tout ce qui fait sens pour la société. L'enseignement et la recherche, comme la santé, comme le social, ne peuvent pas vivre ou continuer à survivre simplement par l'héroïsme de ces acteurs du terrain. Vous le savez, dans le modèle de management, j'ai enseigné ça à un moment donné, le niveau considéré comme le plus fragile, le niveau 0, le niveau le moins efficace, le moins durable du management, c'est le management basé sur une réussite qui est basée sur des héros, des pompiers. Ce n'est pas ça, la durabilité. Ceux qu'on qualifie des pompiers et des héros. Je suis aussi de ceux qui ont applaudi à 20h les acteurs de santé dans ma rue. J'ai applaudi aussi les héros de cette université. Mais à un moment donné, les héros sont fatigués. Les héros sont fatigués et le point de rupture en ce qui concerne les moyens pour l'essentiel, pour ce qui fait sens, est bien là. L'autre fragilité, c'est la complexité bureaucratique et la grande dispersion des énergies. Au niveau politique, la crise a très concrètement démontré les limites d'un système complexe avec trop de niveaux de pouvoir, une dispersion des décisions, une dilution des responsabilités et une absence d'hiérarchie, ou une absence d'hiérarchie claire des normes. Nous avons vu sous nos yeux cette machine décisionnelle complexe peiner à réagir dans l'urgence. Alors même, et j'insiste, alors même que la plupart des acteurs, voire toutes les actrices et tous les acteurs, étaient de bonne volonté. Je reste amer d'une expérience douloureuse avec nos tests Covid, les témoins sont là, alors que le laboratoire de tests était prêt dès le premier jour de la crise. On était opérationnel avec les bénévoles sur place, alors que la reconnaissance scientifique et sanitaire était acquise. Nous avons été contraints par une machine bureaucratique anonyme. J'insiste, c'est anonyme parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas à qui en vouloir, mais nous avons été contraints à attendre des longues semaines, de refuser de tester des maisons de repos et d'autres maisons qui sont ici au bout de la rue, en attendant quelque chose de bureaucratique qui nous a bloqué des semaines vitales, et le mot « vital » a ici tout son sens.
Si je pointe cette fragilité de la complexité politique et bureaucratique, c'est aussi parce que ce monde politique a tendance à vouloir exporter, coûte que coûte, vers l'enseignement supérieur cette logique de complexité et nous imposer des usines à gaz. Ces usines à gaz ont montré d'une façon flagrante leurs limites, voire leur absurdité lors de cette crise. Tout le monde a en tête des heures de réunion inutiles où on a perdu dans des instances qui sont, par la fragmentation, qui sont devenues déconnectées de tout sens, surtout déconnectées du bon sens. Je ne voulais pas prolonger, mais je pense entre autres à l'examen de médecine où depuis 10 ans on est ballotté entre 10 niveaux de pouvoir avec, à un moment donné, des énergies folles qu'on a dépensées cet été pour organiser devant la société, pour organiser un examen dont le but est de limiter les acteurs de santé, alors qu'on était en train d'applaudir à 20h le besoin des acteurs de santé. Chercher la cohérence et le bon sens. Quand je parle de rupture dans cette complexité, je pense à ce genre de situation de blocage bureaucratique où une pensée en dehors du cadre, une rupture est aujourd'hui indispensable. Enfin, une troisième leçon peut-être simple, mais une troisième leçon que cette crise a révélée est la nécessité absolue de la solidarité et du collectif. Au niveau de la gestion nationale de la crise, comme au niveau des universités. Chaque fois que nous nous sommes montrés solidaires entre secteurs, entre institutions, comme entre individus, nous avons réalisé des avancées incroyables et rapides. Je peux citer l'exemple des solidarités entre recteurs. Je remercie ceux qui sont là et ceux qui sont encore en route. L'excellent dialogue entre les recteurs et la ministre. La solidarité en interne entre facultés et départements, entre services et départements. Et chaque fois, c'était une réussite. Par contre, chaque fois que les égos individuels l'ont emporté, nous l'avons payé cher et cash. Un comportement individuel irresponsable en temps de crise peut avoir des conséquences désastreuses. Il y a aussi urgence, c'est la troisième urgence, à réhabiliter le collectif, à la société comme à l'université. Je terminerai donc par ce simple message pour cette année qui s'ouvre. Si nous ne voulons pas que tous les efforts que cette crise a demandés et demandera encore soient vains, nous devons agir et transformer cette crise en une opportunité. Nous pouvons décider de tirer avec humilité les leçons de ce que cette crise a révélé de nos forces et de nos faiblesses. Nous pouvons décider de se recentrer sur l'essentiel de nos missions, se centrer sur ce qui fait sens. Nous pouvons oser remettre en question nos systèmes bureaucratiques complexes et simplifier en osant sortir du cadre. Et enfin, et surtout, nous pouvons choisir d'agir solidairement. Alors seulement cette crise sera vraiment une opportunité pour grandir, pour se renouveler, pour devenir meilleur individuellement et collectivement. Je vous remercie. Merci d'être avec nous. Merci pour ces premières prises de parole. On entre maintenant dans le cœur de notre édition spéciale, puisque c'est ce qu'on vous propose ce soir, successivement 4 tables rondes, même si vous verrez que celle-ci est plutôt trapézoïdale, 4 moments d'échange entre des chercheurs, professeurs de l'UNAMUR et extérieurs aussi, sur des enjeux liés à la place de l'université dans la société, dans la façon aussi dont cette université peut permettre de penser l'après, en avant pour l'après. Voilà l'édition spéciale qu'on vous propose ce soir. Et on va ouvrir cette édition avec Noël Joris. Bonsoir Noël. Bonsoir Arnaud. Et une petite revue de presse en votre compagnie, puisque l'UNAMUR et ses différents experts, professeurs, chercheurs se sont retrouvés à de multiples étages dans la gestion de cette crise du coronavirus, et vous avez pointé pour nous dans cette revue de presse quelques-unes de leurs implications essentielles. En effet, c'est vrai qu'on peut parler de véritable buzz médiatique pour l'UNAMUR depuis ces dernières semaines, et cette sonnerie, voilà, vous l'entendez, elle a résonné vraiment des dizaines de fois au sein de notre cellule presse, et finalement, elle a un peu le reflet de cette importante couverture médiatique que connaît l'UNAMUR donc depuis le début de l'épidémie.
Pourquoi? Comment? Eh bien, c'est simple. Comme vous le savez, un virologue namurois a trouvé le moyen de multiplier les tests à l'infini. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le soir, on est le 18 mars et ça va être un peu le début de l'histoire. Avec cette annonce cruciale pour la suite de la gestion de la crise, le professeur Benoît Mulkens découvre dans son labo de l'UNAMUR une nouvelle technique de dépistage. Ou plutôt dans son jardin, raconte le quotidien, qui détaille la promenade faite par Benoît Mulkens, au cours de laquelle va lui venir cette méthode qui, ajoute le soir, va apporter un fameux coup de pouce dans la lutte contre l'épidémie. Et ce coup de pouce, il va d'ailleurs être souligné à ce moment-là, pratiquement par l'ensemble de la presse francophone. Tout à fait. Le groupe Sud Presse titre par exemple beaucoup plus de tests grâce à l'UNAMUR. La nouvelle est aussi diffusée dans la presse flamande et internationale, avec des articles en Suisse, dans la Tribune de Genève, en Espagne, dans El Mundo, ou encore sur la chaîne allemande ZDF, qui a même fait le trajet jusque chez nous à l'UNAMUR pour venir filmer notre laboratoire. Et puis pour l'anecdote, Arnaud, il faut savoir que grâce à cette conférence de presse, un chercheur bien connu de la KUL fait désormais la pub de l'UNAMUR à chaque publication de sa photo dans la presse. Donc merci Manu. Voilà, et cette technique de dépistage, c'est aussi le travail de toute une équipe, il faut bien le dire. En effet, au sein des murs de l'UNAMUR, des dizaines de volontaires vont se mobiliser pour faire tourner le laboratoire de Benoît Mulkens, comme on peut d'ailleurs le voir sur cette image issue d'un reportage d'RTL. Voilà, alors ce buzz médiatique pour l'UNAMUR, ce focus médiatique, il ne va pas s'arrêter à cette découverte donc, de Benoît Mulkens. Il y a plein d'autres enjeux aussi. Tout à fait. Comme je vous le disais, on a entendu ceci. Beaucoup de fois. Voilà, des dizaines de fois par jour, parce que très vite, la presse elle va faire écho d'autres projets et expertises de l'UNAMUR liés à la lutte contre le Covid. Par exemple, on peut lire dans l'Écho que des experts belges ont élaboré une méthode de déconfinement. Il s'agit en fait de la stratégie développée par une association de chercheurs de l'ULB et de l'UNAMUR, dont Marius Gilbert, Jean-Philippe Plateau et Vincenzo Verardi. Ils n'ont pas ou ne sont pas une boule de cristal. Alors cette fois, c'est Canal C qui parle de 4 chercheurs de l'Institut Naxis, Sébastien Claes, Annick Sartenard, Nicolas Franco, Timoteo Carletti, qui expliquent qu'ils se sont associés à d'autres universités francophones avec pour objectif de modéliser des scénarios, notamment de déconfinement et aider à la prise de décision. Alors, on a pu entendre et lire dans la presse, encore au début de cette semaine, que l'Université de Namur s'intéressait, c'est peut-être un peu plus étonnant, à nos eaux usées. Expliquez-nous, Noël. Oui, c'est vrai que c'est peut-être surprenant, mais c'est parce qu'en fait, on y trouve des traces de Covid-19. Et la spin-off de l'UNAMUR, Ibiome, est mandatée par la Société publique de gestion des eaux pour effectuer ces prélèvements et analyser ces échantillons d'eau. Et la procédure vient d'être élargie à l'ensemble de la Belgique. Dans le soir, on peut lire que c'est un indicateur presque inespéré pour les scientifiques, pour qui jusqu'à présent, le virus semblait toujours avoir une longueur d'avance. Et en effet, Jonathan Marisco, CEO d'Ibiome, explique par exemple au micro de la RTBF que ce suivi permet de détecter le virus entre 5 à 10 jours avant les premiers symptômes dans la population. Oui, et on voit du coup tout de suite l'intérêt. Mais on peut encore mettre le projecteur aussi sur une recherche de l'UNAMUR qui a permis le développement d'écouvillons. Oui, vous voyez, Arnaud, ces petits bâtonnets. Oui, je n'y suis pas encore frotté, heureusement, jusqu'ici. Voilà, mais paraît-il, ce n'est pas très agréable. Eh bien, des membres du laboratoire du Larn de Stéphane Lucas et de l'Institut Narilis sont parvenus à fabriquer des prototypes moins douloureux. Sébastien Péninx explique dans l'Avenir que s'il devait y avoir une pénurie, l'idée serait de proposer cette solution pour produire des écouvillons supplémentaires rapidement. Bon, ça, c'est toutes des recherches très concrètes qui ont abouti, mais il y a aussi le conseil, l'explication à la société. Et là, il y a eu toute une série d'experts aussi de l'UNAMUR qui se sont exprimés. En effet, mais bon, on m'a dit de faire assez court. Donc vous n'allez pas pouvoir les citer tous. Voilà, ça va être un petit peu complexe, mais je vais faire l'exercice. Je dois bien sûr vous parler de Catherine Linard, la géographe de la santé que tous les plateaux télé s'arrachent. C'est vrai qu'avec ses analyses précises et rigoureuses sur l'évolution de l'épidémie, eh bien Catherine, elle partage un peu notre salon, notre cuisine, nos trajets en voiture. Et puis nous, on a pu découvrir sa bibliothèque et son mur framboise. Et puis voir aussi comment son bureau est plutôt bien rangé. C'est par contre une déco nettement plus sobre chez Jean-Michel Denier, lui aussi extrêmement sollicité par la presse pour son expertise en matière de vaccins. Et puis il y a aussi Élise de Grave, Alain de Cropp, Julie Masset,
Étienne de Calataille, Laura Rizzerio, Stéphanie Wattier ou encore Jérémy Dodeng et bien d'autres encore qui sont sollicités régulièrement par la presse pour leur expertise. Voilà, pour nous aider à comprendre les enjeux de cette crise. Mais la presse, elle s'intéresse aussi à l'université dans sa gestion quotidienne, en particulier en ce moment. Voilà, ici c'est l'équipe rectorale qui doit endosser ce rôle-là et les directeurs de service qui viennent d'expliquer depuis des semaines en quoi consiste une rentrée en code jaune et puis peut-être un basculement en code orange. Non. J'espère que non. Voilà, je plaisante, je m'avance un peu, mais voilà, l'année académique ne fait que commencer et j'ai l'impression qu'elle va être bien colorée. Ah mais dites-moi, vous avez changé de sonnerie, Noël ? Oui, c'est ma nouvelle sonnerie. Je la trouvais quand même un peu plus douce et j'espère surtout qu'elle sera moins stressante pour l'ensemble du service. Parce qu'elle risque de sonner encore souvent. Voilà, je pense qu'on risque de l'entendre encore régulièrement. Merci Noël Joris pour cette revue de presse et on a compris à travers vos mots que l'UNAMUR a été au cœur des enjeux et le sera sans doute encore dans les semaines et dans les mois qui viennent parce que malheureusement, on le sait, on n'en a pas fini avec cette épidémie et on va prendre le temps d'en parler, de parler du rôle aussi de ces scientifiques, de ces experts dans la société. C'est ce qu'on va faire avec une première table ronde, un premier échange. Tout de suite, on va parler justement de la place des scientifiques dans cette crise. Voilà, nos deux premiers invités nous ont rejoints. Vous les avez peut-être reconnus de visages qu'on a souvent vus dans cette crise. Marius Gilbert est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au FNRS. Vous dirigez aussi le Centre d'épidémiologie spatiale de l'ULB. Et face à vous, il y a Benoît Meulkens. Bonsoir. Bonsoir. Dont on vient déjà de beaucoup parler. Vous êtes professeur de virologie ici à l'UNAMUR et vous dirigez aussi le département de médecine vétérinaire. Merci à tous les deux d'être là. J'ai envie de vous poser une première petite question avant qu'on parle de ce rôle des scientifiques dans cette crise, qu'on fasse un petit peu un retour en arrière, qu'on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Dites-nous un peu, Benoît Meulkens, vous, quel est le premier moment dans cette crise où vous avez entendu parler de ce fameux coronavirus qui venait de Chine et où vous vous êtes dit « Oula, on va peut-être avoir un problème ». Donc le premier moment, c'est le 11 janvier. En rétroacte, c'est le 3 janvier que j'apprends qu'il y a une épidémie de pneumonie atypique non diagnostiquée sur le site Promet que je suis de manière quotidienne, qui rapporte des maladies infectieuses sur le globe de toute origine. Donc il y avait une épidémie qui est recensée sur ce site, en tout cas le 3 janvier. Et une semaine après, on apprend que c'est un coronavirus. Et là, je suis quand même très interpellé et déjà un peu effrayé, vu la croissance des cas et sachant que c'était un coronavirus tout à fait nouveau. La séquence génétique était annoncée ce jour-là, le 11 janvier. Et une semaine après, j'ai vraiment eu peur. Donc, vers, disons, le 17-18 oui, janvier, 17 vous janvier. Dites déjà que peut-être ce qui se passe là-bas va pouvoir avoir un problème. Le 17 janvier, je comprends que le virus a pénétré la population humaine et que ce n'est plus un virus animal. Donc il y avait l'hypothèse qu'il s'agissait d'un virus, une zoonose, et on ne savait pas. Mais là, clairement, le 11 et le 17 janvier, je comprends que ce virus est dans la population humaine et qu'il a toutes les caractéristiques d'un virus pandémique. Et les faits et les publications qui ont suivi n'ont fait que le confirmer. Ceci dit, il y en avait eu d'autres avant. Il y avait eu le SRAS, il y avait eu le MERS, il y avait eu aussi, même si ce n'était pas un coronavirus, la grippe H1N1, et on s'était tous dit, finalement, chaque fois ça commence, on s'inquiète, éventuellement on achète plein de vaccins, et puis finalement, il ne se passe rien. Vous, cette fois-ci, vous êtes dit peut-être que là, on a affaire à autre chose. Ça vient assez vite, ça, en tant qu'expert, en tant que spécialiste de ces questions ? Je laisserai, M. Gilbert me compléter sur ce point-là, mais on va lui poser la question après, en tout cas, un élément qui m'a, que j'ai trouvé redoutable, c'est le fait qu'il existait des formes asymptomatiques et paucisymptomatiques. Donc, où des personnes infectées manifestaient très peu de signes cliniques, ce qui donnait l'opportunité à ce virus de se disséminer de manière insidieuse, ce qui n'a pas été le cas pour le SARS-CoV-1 en 2003, puisqu'il clouait les personnes infectées, vraiment, on était très malades, et le MERS présentait les mêmes caractéristiques. Et le MERS est très peu contagieux. Donc vous êtes dit assez vite, celui-là, il est beaucoup plus vicieux, si on peut dire, exactement. On aura beaucoup plus de mal à le tracer. Même question pour Marius Gilbert. Vous, à quel moment est-ce que vous vous dites, à partir de janvier, là, quand on a les premières infos qui arrivent de Chine, que peut-être ça va être un problème d'ampleur qui va s'inviter peut-être jusque chez nous ?
Moi, c'est pas aussi tôt que ça. Moi, j'avais, disons, bon espoir qu'en fait, on puisse le contenir dans les régions, parce qu'en fait, on se basait beaucoup sur l'analogie avec le SRAS-CoV-1 et on avait assez peu en fait, d'éléments encore à ce moment-là qui nous permettaient de penser qu'il y avait des différences fortes en termes de transmission, notamment celle qui est une caractéristique très importante qui a été révélée par les autorités chinoises un peu plus tard, et qui a rendu furieuses d'ailleurs les autorités américaines au moment où ils l'ont révélé, mais ils n'avaient pas encore fourni vraiment de données quantitatives là-dessus. Et donc on se disait, voilà, le virus va peut-être sortir de Chine, mais dans l'expérience du SRAS-CoV-1, avec une bonne détection précoce, il y avait cette capacité de contenir les choses et de contenir l'épidémie dans sa zone d'origine et la possibilité d'arriver à une forme d'éradication. Et donc pour moi, bon, je suivais les choses de très très près, mais pour moi un moment vraiment décisif dans cette évolution, c'est le premier décès en Iran. Parce que jusque-là, on avait affaire à une épidémie qui avait été introduite dans différents pays, avec des développements parfois préoccupants, mais il y avait encore la possibilité que les choses puissent être contenues. Il avait été introduit au Japon, en Corée du Sud, où il y avait eu des actions très très rapides qui visaient à le contenir. Alors ce qui était un peu suspect, c'est le fait que ce soit les pays qui aient la meilleure détection qui le trouvaient. Ça, c'est toujours mauvais signe. Ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. Ça c'est toujours mauvais signe. Mais effectivement, dès le moment où il y a un décès en Iran, pour moi, ça c'est OK, on l'arrêtera plus. Parce qu'en fait, le décès, c'est le sommet d'une pyramide épidémiologique en dessous de laquelle il y a des formes sévères, il y a des formes beaucoup plus bénignes, et ça on le savait déjà. Et donc c'est le sommet d'une pyramide avec des centaines, voire des milliers de cas. Et puis très très rapidement, il y avait les cas en Italie. Et là, je me suis dit, OK, c'est terminé. C'est un virus qui va maintenant se propager à l'Europe et à l'ensemble du monde. Et on sait d'ailleurs a posteriori qu'il circulait d'ailleurs beaucoup plus tôt que ce qu'on a imaginé, puisqu'on avait tellement identifié ce moment des vacances de carnaval. Dans les faits, ça a circulé plus tôt. Alors, évidemment, ma question, et c'est pour ça que je voulais commencer avec ça, avec vous deux, c'est comment se fait-il que vous, en tant que virologiste, expert sur ces questions, vous le dites aussitôt et vous vous en inquiétez, et comment se fait-il que ce message semble ne pas passer, ou en tout cas passer très lentement vis-à-vis des médias d'une part, mais aussi du monde politique et des décideurs, ceux qui vont devoir vraiment prendre les mesures? Des médias, je ne pense pas que c'était important qu'on médiatise l'événement, ça n'aurait pas changé le décours des choses. Par contre, l'analyse scientifique, elle était en cours, était robuste. Le Lancet et le New England Journal of Medicine font des descriptions précises du phénomène dès le mois de février. En tout début février, on a des préprints de journaux sérieux, où, notamment, pour revenir sur un des cas qui, moi, m'a vraiment impressionné, c'est la diffusion du virus au sein d'une famille hongkongaise qui est allée visiter un de ses proches à Wuhan. Et donc, la chaîne épidémiologique de ce cas-là est publiée dans le Lancet et montre qu'elle... et c'était disponible pour l'ensemble de la communauté, que ce soit les scientifiques ou les décideurs politiques. Moi, je ne suis pas du côté des décideurs politiques, ce n'est pas ma fonction, je n'aspire pas à y être non plus. Ce qui l'explique, moi je pense, sont des éléments d'ordre psychologique. Vous l'avez cité tout à l'heure, je crois que 2-3 expériences de contrôle, on vit dans une société où tout est bien sous contrôle. C'est un virus qui nous a surpris, clairement. On avait contrôlé des prédécesseurs, on l'a cité, le SARS-CoV-1. On a maîtrisé un virus qui ne me fait pas trop peur jusqu'ici, le MERS, en Arabie Saoudite. L'épidémie, la pandémie, finalement peu virulente de H1N1 en 2009. Donc on vit dans cet état d'esprit. Nous sommes une société évoluée qui a les choses sous contrôle et on a un système qui permettra de contrôler. Donc on se repose sur certains lauriers et le virus fait qu'il est plus pernicieux que prévu, il est plus malin que prévu, il est plus transmissible que prévu. Ces formes asymptomatiques, je reviens sur ce fait-là. Oui, c'est une des clés qui fait qu'il est très difficile à combattre. Dans la forme, donc le cas épidémiologique à Hong Kong, vraiment, c'est la clé de la dissémination, c'est que ces gens reviennent à Hong Kong sans aucun signe clinique et qu'au sein de la famille, je pense qu'il n'y a qu'un des membres de la famille, si mes souvenirs sont bons, c'est une lecture de février, je n'ai pas été la revoir, mentionne un des membres de la famille avec un très court épisode fébrile, par contre avec une diffusion derrière relativement large. Donc voilà, les éléments étaient là. Je pense une société qui est relativement sûre de ses acquis jusque-là. Et c'est une leçon d'humilité pour notre société, je pense. Oui, ceci dit...
Marius Gilbert, vous avez été assez proche ensuite de la décision politique, puisque vous l'avez conseillé dans la suite de l'épidémie, pas dans la toute première phase, hein, c'est venu plus tard. Vous l'expliquez comment le fait qu'on ait visiblement tardé sur ce déclic par rapport à la gravité, puisqu'il y avait des conseils des politiques qui parlaient encore de grippe, hein, assez tardivement dans l'évolution de l'épidémie. Et je prendrai juste la comparaison avec l'Allemagne, où là, on sait qu'on a un virologue, Christian Dorsten, si je ne m'abuse, qui a conseillé les autorités avec des vrais résultats. Est-ce que ça nous a manqué en Belgique? Est-ce qu'il y a eu un chaînon manquant dans le conseil scientifique des politiques? Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, ce qui nous a coûté très cher, c'est une analogie avec la pandémie de H1N1. Parce qu'en fait, lorsque le H1N1 a émergé au Mexique, les premières données qui venaient de là faisaient état de taux de décès qui étaient extrêmement préoccupants, avec des taux de décès très importants et qui étaient liés au fait qu'on détectait que les formes les plus sévères de la maladie, on n'avait jamais le dénominateur, qui sont toutes les formes beaucoup plus bénignes. Et au fur et à mesure que cette pandémie de H1N1 donc, s'est propagée à l'ensemble du monde, il y a eu une alerte qui a été mise, il y a eu les vaccins, il y a eu des plans pandémiques qui ont été activés, etc. Et puis il s'est avéré par après que les taux de décès de cette pandémie étaient finalement pas beaucoup plus importants qu'une grippe saisonnière. Et je pense qu'il y a eu cette analogie qui a joué dans le chef d'un certain nombre de responsables de santé publique, qui était de se dire, oui, ok, les chiffres sont préoccupants du point de vue des taux de décès, mais on a déjà eu le coup avec H1N1, on ne va pas s'affoler pour autant. Et je pense que ça, c'est une analogie qui a piégé un petit peu l'esprit, qui a un peu piégé la vigilance qu'on aurait pu avoir, alors que c'est vrai que même dans ce bateau, là, le Diamond Princess, dans lequel il y avait eu cet épisode infectieux, mais même là, les Japonais avaient testé à peu près tout le monde. On avait des taux de décès quand même qui étaient à 5 à 10 fois plus élevés que ceux de la grippe saisonnière. Donc il y avait les données, mais il n'y a pas une certaine confiance dans ces données. Et je pense qu'il y avait aussi une forme de scepticisme, je dirais, par rapport à la science chinoise. Oui, peut-être un prisme qui se dit finalement c'est encore un pays pas aussi évolué que nous. Est-ce qu'ils nous disent vraiment la vérité, etc. qui témoigne un petit peu, je pense, d'un manque d'expérience aussi, de collaboration avec les scientifiques chinois. Oui, ça c'est pour l'écoute de la parole scientifique dans la compréhension de ce virus. Il y a aussi un autre élément fort, si on parle du rôle des scientifiques dans cette crise, c'est le fait qu'à un moment donné, alors là, quand on est au cœur de l'épidémie, vous l'avez vécu tous les deux pour des raisons différentes, vous notamment avec cette technique de test, Marius Gilbert dans le conseil, dans l'explication, dans les médias, c'est que à un moment donné, les scientifiques sont les stars et surtout les personnes de confiance. Dans cette crise, on se dit « Ah, heureusement, ils sont là. À la limite, il y a une défiance vis-à-vis des politiques, mais on se dit, là, on va chercher les experts. Ils sont là sur les plateaux de télé chaque soir. » Ça, vous l'avez vécu comment, vous, Benoît Wilkens? J'ai vécu de manière très discrète. Donc, j'ai été interrogé par rapport à la mise au point de la technique de diagnostic. Et je suis réintervenu 2-3 fois dans les médias. Je ne pense pas que j'avais un rôle important à jouer à cet endroit-là. Par contre, à l'université, et là je tiens à le souligner et à remercier le conseil rectoral, donc on a organisé une cellule de crise qui a donné la place à des experts divers, donc épidémiologistes de la santé et 2 virologistes. Et je me rappelle que nous martelait à la fin de chaque présentation, c'était le matin, ce n'est pas la grippe. Donc arrêtons cette comparaison, ce n'est pas la grippe. Donc je dirais, le pouvoir d'influence qu'on a eu, on l'a eu en local, et je pense que ça a été entendu. Donc ça a permis de faire progresser. Et puis après, est-ce que notre université a pu faire progresser? Je le crois, a fait progresser les mentalités. Notamment, on a eu des bons contacts avec l'université de Liège pour disséminer la technique, et d'autres universités. Donc c'est plus la dissémination de l'idée scientifique et une stratégie universitaire de donnons la place à différents experts. C'était très important, je pense, de savoir que je ne suis pas épidémiologiste, savoir qu'un virologue est un virologue et rien d'autre, n'est pas clinicien, n'est pas complémentarité, une complémentarité d'expertise. Donc voilà. Et Marius Gilbert, vous, quel est le bilan un peu que vous tirez? Parce que vous avez été très présent, très visible dans cette crise. Vous êtes venu souvent expliquer aussi que ce n'était pas une grippe. Hein. Au début, on en a pas mal parlé de ça avec vous. Le bilan, au final, de la place du scientifique dans cette société, du moment
moment où on les écoutait peut-être pas suffisamment, de ce moment où ils ont pris presque toute la place, où les politiques se retranchaient souvent aussi derrière les scientifiques, et puis ce moment maintenant, ces dernières semaines, où on a eu l'impression parfois que les politiques contestaient la parole scientifique en disant si on les écoutait, on devrait tout fermer et on ne s'en sortirait pas. Quel est le bilan que vous tirez de ça ? Bon, moi, je pense qu'il faut être constant dans la parole et essayer d'être constant, mesuré, et surtout, je pense que ça a été très très bien dit tout à l'heure, de faire part des incertitudes, donc de vraiment communiquer sur ce que l'on sait et de communiquer sur ce que l'on ne sait pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que de donner des fausses impressions de certitude qui sont naturellement par après contredites par la réalité. Et moi, le rôle qui est venu, c'est vrai que j'ai eu une exposition médiatique très très forte parce que très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin énorme, vraiment énorme de communication scientifique, d'une bonne vulgarisation scientifique. Et moi, je me suis très vite retrouvé moi-même dépassé et je me suis mis en réseau avec des collègues, dont Catherine Linard, Simon Delicourt, Yves Copiters, où on faisait des briefs presque tous les jours à un moment, pour essayer d'avoir une forme de communication aussi harmonisée, c'est-à-dire d'avoir un message qui soit cohérent. Et je pense que dans cette phase qui était la phase du lockdown principalement, c'était important d'avoir cette espèce de cohérence pour que tout le monde ressente bien que voilà, on est face à un même défi et on doit l'affronter ensemble. Et c'est vrai qu'après, les choses... En fait, la période la plus difficile, c'était après. C'était après, à partir du moment où on sort de cette phase de mobilisation générale, où effectivement, il y a des arbitrages politiques à faire sur qu'est-ce qu'on déconfine, comment, pourquoi, pour quelles raisons, avec tout ce jeu d'équilibrage et ce rapport qui s'installe entre experts et politiques. Et la nécessité de convaincre que les mesures sont toujours utiles, alors qu'on ne voit plus forcément les effets du virus. Très tendu, et avec le vrai paradoxe de la prévention qu'on a connu cet été, qui est que quand la prévention fonctionne, eh bien, elle a l'air inutile. Et donc, et un tas de gens qui se mettent à oublier que, en fait, la transmission est basse parce qu'on ne vit pas normalement et qu'on ne vit toujours pas normalement, et que pendant l'été, les boîtes de nuit étaient fermées, qu'il y a toute une série de choses qui étaient encore en place, et bien qu'il suffisait qu'on relâche tout ça pour que ça redémarre. Et à l'entame de l'automne, on y est. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Le temps nous est compté parce qu'on veut aborder beaucoup de choses ce soir dans nos différentes tables rondes. Merci, en tout cas, messieurs, pour cet échange sur ce rôle très fort des scientifiques dans cette crise. Et on va poursuivre sur un deuxième thème dans un instant, puisque l'on va évoquer le temps de la science face à l'urgence de cette crise. Merci à nos trois invités suivants de nous avoir rejoints pour évoquer cet enjeu de l'urgence de trouver des réponses scientifiques dans cette crise face à la nécessité du temps, du débat scientifique. Comment est-ce qu'on a pu concilier les deux? Quelles leçons aussi tirer de cette crise? On va en parler tout de suite avec trois invités. Karine Miquil, c'est avec nous. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes ici vice-rectrice à la recherche. Face à vous, il y a Jean-Michel Daunier. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur du département de pharmacie ici à l'UNAMUR. On va préciser que vous êtes aussi expert pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que l'Agence européenne du médicament, sur la sécurité des vaccins. Enjeu important, évidemment, les vaccins que tout le monde regarde de près en ce moment. Avec nous également, Dominique Lambert. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes vous ici professeur de philosophie à l'UNAMUR. Merci à tous les trois d'être là. J'avais envie de commencer avec vous, puisque on avait décidé de parler de cet enjeu de l'urgence et de ce que ça a pu provoquer comme conséquence parfois dans cette crise, avec ce qui s'est passé le 22 mai dernier. Je suppose que vous vous souvenez de cette date, ça a dû marquer dans le monde scientifique. C'est ce moment où le Lancet publie cette étude sur l'hydroxychloroquine en expliquant, en gros pour résumer, que non seulement ça ne servait à rien, mais qu'en plus c'était un traitement dangereux qui pouvait poser des problèmes cardiaques notamment et même provoquer des décès de patients. Publication très importante parce qu'il y a toute une série de pays dont la France qui vont décider d'arrêter ce traitement tout de suite quand ça va être publié dans le Lancet. Et puis au bout de quelques heures seulement, il y a des contestations et puis au bout de quelques jours, le Lancet retire cette publication et on se rend compte qu'en fait elle était fondée sur des données qui suscitent beaucoup de doutes, etc. Ça m'intéresse de vous entendre, Jean-Michel Daunier, sur ça.
Comment est-ce que vous expliquez que ça ait pu se passer dans cette crise, dans une revue aussi prestigieuse et sérieuse et reconnue que le Lancet? Ça a été cité, il y a 2 journaux majeurs, le New England Journal of Medicine, le Lancet, et je pense que le Lancet a succombé, tout simplement, à l'envie de publier rapidement des données non vérifiées. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'elles étaient non vérifiées tant par les éditeurs et les reviewers, qui n'ont pas demandé d'avoir accès aux données qu'on appelle les raw data, mais de façon plus étonnante, ceux qui ont rétracté la publication en premier, ce n'est pas le Lancet, c'est des auteurs qui eux-mêmes ont dit qu'ils s'excusaient de ne pas avoir eu accès aux données. Ils étaient 3 et il y en a 2 qui se méfiaient du 3e, quoi, en gros. Oui, il y en a 2 qui étaient étonnés de ne pas avoir accès aux données qui étaient données par une société privée. Donc on a vraiment eu là, on a touché le fond en termes scientifiques, puisque des auteurs ont accepté de mentionner leur nom sur des publications sans pouvoir bénéficier des données, et deuxièmement, des sociétés privées qui fournissent des données sans qu'elles ne puissent être vérifiées, notamment dans des pays où le nombre de décès qu'ils mentionnent ne correspond même pas au nombre de décès qu'il y a dans le pays. Et donc là, c'était vraiment assez important, et c'était d'autant plus important que ça touchait l'hydroxychloroquine, et c'était une époque très importante, puisqu'on était dans l'autorisation de mise sur le marché, tant aux États-Unis qu'en Europe, du Remdesivir, qui est un produit concurrent qui coûte entre 100 et 200 fois plus cher, qui est commercialisé par une firme américaine. Et donc ça a levé aussi bien évidemment toute une série de doutes sur la crédibilité du journal et bien évidemment sur la confiance dans le monde scientifique qui se voyait bien évidemment octroyer de cautionner ce type de publication. Oui, donc évidemment, il y a ce soupçon qui pèse surtout sur un débat sur l'hydroxychloroquine. On se souvient de tout ce qui s'est passé avec Didier Raoult, qui était déjà un débat extrêmement polarisé dans la société. Évidemment, tout cela est venu compliquer encore la donne. Karin Michiels, en tant que vice-rectrice à la recherche, est-ce que vous estimez, vous, que dans un contexte comme celui-ci, pandémie, avec des milliers de morts, la nécessité de trouver assez vite des solutions en termes de traitement, de vaccins, etc., on peut se permettre quand même de se dire, bon, nos procédures habituelles, qui prennent du temps, avec du débat, du peer reviewing, etc., on peut en partie les mettre en parenthèse? Ou bien est-ce que ce qui vient de se passer notamment avec le Lancet fait dire, non, ça, on peut vraiment pas faire? Mais je crois qu'il y a 2 lignes de temps. La première ligne de temps, c'est l'expérimentation ou la récolte des données, la validation de ces données, et puis le fait qu'elles soient partagées, qu'elles soient débattues, qu'elles soient acceptées d'abord en interne, soumises à un journal, qu'elles soient reviewées par des pairs. Cette partie est très importante avant d'être publiée. Les pairs, qui sont censés les reviewer de façon honnête, transparente, mais aussi en aveugle, sont censés ne pas avoir de conflit d'intérêts et, quelque part, évaluer la validité des données. Qu'ils soient d'accord ou pas avec la conclusion, mais au moins évaluer la validité. Cette ligne de temps, elle doit être respectée. Sinon, on en arrive à ce genre de choses où, en voulant aller trop vite, on publie n'importe quoi, entre guillemets. On peut essayer d'aller vite, mais il faut quand même que les différentes étapes soient respectées, c'est ce que vous nous dites. Absolument. Cette validation, ce débat, cette validation par des pairs est très très importante. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait une science d'urgence, entre guillemets, et c'est ce qu'on a vécu à l'université de Namur, où dès l'entame de la pandémie, des chercheurs, on en a cité toute une série, notamment dans la revue de la presse, ont réorienté leurs recherches pour répondre aux défis de la société à ce moment-là. Donc c'est la science d'urgence, et les chercheurs, l'université s'est mise au service de la société pour répondre, proposer des solutions, des alternatives, aider les politiques dans leurs décisions dans ce cas de crise. Donc pour moi, c'est 2 choses différentes. Il y a la recherche qui peut être réorientée, et rapidement, du jour au lendemain, tout a changé à l'UNAMUR par rapport à ça. Par contre, la publication des résultats scientifiques, elle doit suivre ce schéma. Jean-Michel Denier, un tout petit mot quand même encore là-dessus. Vous me disiez, quand on a préparé ce débat, il faut dire aussi qu'il y a des choses qui sont devenues vraiment compliquées dans le courant de cette épidémie. Trouver des chercheurs disponibles tout simplement pour faire du peer reviewing, alors qu'ils étaient tous le nez dans le guidon parce qu'ils ont eu tous la pression pour chercher des solutions. Rien que ça, c'était déjà pas évident. Je vais vous répondre et vous choquer en partie. Ça a été difficile à un moment de trouver des chercheurs, et puis ça a été difficile de trouver des patients. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tester des traitements, par exemple. Exactement. Donc ça veut dire que quand on fait un peer reviewing, ça prend du temps et ça nécessite une connaissance dans un domaine pointu. Le domaine était nouveau, le nombre de chercheurs qui travaillaient dans le domaine était très aléatoire, et puis on a eu toute une série de publications, même chez nous, qui ont été acceptées très vite, en 24 et 48 heures, donc avec très peu de peer reviewing. Et puis, et ça, le vrai paradoxe des études, il est là, notamment des études cliniques, c'est qu'on est rapidement arrivé avec un nombre hallucinant d'études cliniques en cours en parallèle. Et plus de 1000 études cliniques ont été faites dans le monde au mois de mai
avec l'ensemble des molécules. Et rien que l'hydroxychloroquine, on avait à peu près 130 études cliniques. Et ça n'a pas de sens, parce que quand on a trop d'études cliniques, elles sont trop petites, elles ne sont pas assez puissantes, et généralement, leur méthodologie n'est pas bonne. Et ce qui a amené les premiers à faire des études cliniques pas assez puissantes ou avec une méthodologie qui n'est pas bonne, ce n'est pas que l'étude n'est pas bonne, c'est que la méthodologie nécessite d'être prise en compte quand on analyse les résultats, a amené que ceux qui ont fait les premières publications sur le moins de patients possible avec les moins de bonnes méthodologies ont été cités comme exemple. Vous avez cité le professeur Raoul, ça a été le cas. Donc on ne peut pas le critiquer en tant que tel, puisque sa publication, elle n'est pas fausse, mais l'analyse de sa publication a effectivement été critiquée. Et donc la difficulté, c'est ce paradoxe entre trop d'études, et puis les vraies études, qui ont amené des résultats vraiment concluants, viennent d'être publiés ici il y a 1 ou 2 mois, c'est notamment l'étude Recovery, qui a vraiment donné des vraies données concernant l'utilisation des molécules à utiliser aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la mortalité est moindre également aujourd'hui, c'est parce que le traitement des malades se base sur effectivement des études comme on aurait dû faire, mais on ne peut pas reprocher, quand vous avez des malades en face de vous, de ne pas les tester avec des molécules par définition qui n'ont pas été développées parce que la maladie n'existe pas. On a envie de dire, à vous entendre, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et à un moment donné, il y avait sans doute, vous le dites, embouteillage d'études, et c'était presque contre-productif. J'ai envie d'entendre le philosophe, évidemment, là-dessus. Ce qu'il y a, est-ce que dans cette crise, outre l'urgence, forcément, d'une crise sanitaire et des morts, de ce décompte chaque jour, etc., est-ce que ce n'est pas aussi le monde scientifique qui a été un peu gagné par cette société de l'immédiateté, avec des médias en continu, des réseaux sociaux sur lesquels on commande, des scientifiques qui eux-mêmes, on citait Didier Raoult, s'invitent sur les réseaux sociaux, et là où la recherche scientifique est parfois un peu en dehors de cet espace public et où on attend le scientifique comme celui qui va venir amener une parole un peu définitive, finalement, on a découvert dans le grand public qu'il y avait du débat en permanence dans la communauté scientifique et parfois des débats très, très tendus et très opposés. Oui, en tant que philosophe, je pourrais répondre la chose suivante, c'est que la société ou le grand public a découvert ce qu'était la science, avec ses connaissances, avec ses doutes, avec la nécessité de valider, de discuter, etc. Et ça a été, d'une certaine manière, lancé sur la voie publique sans que, d'une certaine manière, le grand public ne sache vraiment comment fonctionne la science. Et donc, elle a pu prendre des débats, des désaccords, comme des choses, comme des signes d'une faiblesse scientifique, alors qu'il n'en est rien. C'est la pratique courante. On parlait tout à l'heure du doute. Il y a des connaissances, il y a du doute, il y a des hypothèses, on essaye de valider. Et le grand public a découvert ça. Le gros problème pour moi, c'est un problème de pédagogie. On n'avait pas à expliquer au grand public comment fonctionnait la science. Et peut-être certains ont profité aussi d'une position pour dire trop vite les choses. Donc, moi, je pense qu'en plus d'une crise sanitaire, il y a aussi peut-être une crise du déficit pédagogique. Expliquer ce qu'est la science en action. Alors, on parlait tout à l'heure de la science d'urgence. La science d'urgence n'est pas du tout renoncer aux critères de validation, à la rigueur, au peer reviewing, mais c'est plutôt focaliser toutes les forces de la science sur un problème pour servir la société. Donc il ne faudrait pas confondre science d'urgence et une pratique dans l'urgence qui renoncerait aux critères de rigueur de la science, ce que les scientifiques ne font pas et ne peuvent pas faire. Et vous avez l'impression que sur cette crise, quelque part, ça a fait du bien à la science et à la connaissance par le public de la science, parce que vous nous dites, les gens ont un peu découvert comment ça fonctionnait, ou au contraire, ça a peut-être un peu affaibli justement la crédibilité scientifique, parce qu'on a vu aussi parfois, il faut bien le dire, des experts, des scientifiques qui, peut-être un peu grisés par une certaine forme de visibilité, ont commencé à sortir de leur domaine d'expertise, à avoir une parole parfois beaucoup plus politique. Est-ce que ça, c'est pas un risque à un moment donné aussi sur l'image de la science ? Oui. Le risque, c'est d'étaler pendant un JT, pendant quelques minutes, un débat entre experts qui est normal, avec des désaccords, mais que le public va prendre comme quelque chose, comme une trace de faiblesse ou on pourrait dire, de non-connaissance de la science, alors qu'il n'en est rien. Donc je pense que la temporalité des médias n'est peut-être pas faite pour étaler ces débats en profondeur qui sont nécessaires à la science, mais qu'on ne peut pas résumer en 2 minutes. Et donc, il vaudrait peut-être mieux
avoir une pédagogie de la communication scientifique qui évite de montrer en temps réel ce que font les scientifiques quand ils débattent, mais peut-être d'avoir une grande précaution dans la manière dont on présente ce qu'est la science, et aussi, je le dirais, les chiffres. Donc on a matraqué le public de chiffres sans interprétation, et là aussi, il faut donner des clés. Donc moi, je serais pour accompagner la crise par une pédagogie et une philosophie des sciences qui permettent à tout le monde de comprendre ce que font les scientifiques. Ce qu'on a vu quand même, ceci dit, pendant cette crise, Karin Michiels, c'est qu'à un moment donné, pour essayer de gagner du temps, on imagine dans la perspective qu'il y a un grand échange mondial de savoir, etc., c'est qu'il y a eu des études qui ont été publiées, études scientifiques, avant même peer reviewing. Et c'était bien indiqué, pour ceux qui savent le lire, les spécialistes comme vous ici autour de la table, c'était très clair que ce n'était pas un truc béton. Mais du coup, ça circulait aussi dans le public, dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est pas un problème, un danger? Est-ce qu'il ne va pas rester derrière cette crise, peut-être, ce genre de pratique? Je pense qu'il y a une face claire et une face sombre à cette pratique. Donc, c'est ce qu'on appelle des working papers. Donc, c'est des études qui sont en cours de route, ou en attente de validation. Donc je pense que c'est bien d'une façon parce que ça met dans le débat des connaissances, et Jean-Michel Denier a bien mentionné qu'au début on n'avait pas du tout de médicaments, donc face à la détresse des patients, on a essayé des choses, et c'est normal, on ne peut pas laisser les patients mourir sans rien faire. Donc il fallait quelque part présenter ces choses-là. À partir du moment où c'est bien écrit en grand working paper et que c'est destiné à la communauté scientifique et que les personnes qui les lisent sont bien averties de la prudence avec laquelle il faut les lire, ça n'a pas de problème, c'est bien, c'est un partage de connaissances. Maintenant, effectivement, si c'est mal interprété dans la société de façon générale, qui n'est pas au courant des pratiques que le professeur Lambert vient d'expliquer, ça induit de la confusion, et puis de dire c'est scientifique, ils ne savent pas, ils publient quelque chose, ils disent autre chose le lendemain. D'où la nécessité, comme le dit Dominique Lambert, de la pédagogie, y compris sur c'est quoi la démarche scientifique, c'est normal qu'il y ait des désaccords, etc. Jean-Michel Denier, je voudrais terminer avec vous sur l'enjeu du vaccin, parce que évidemment tout le monde suit ça avec beaucoup d'attention, et j'imagine que vous entendez ça aussi autour de vous, beaucoup de gens disent, et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une conscience de la nécessité du temps scientifique dans la population. Des gens disent « Ou moi, le vaccin, je le laisserai d'abord tester par les autres parce qu'ils l'auront développé tellement vite que je suis inquiet. » Vous comprenez ça, ce sentiment dans la population? Je comprends que les gens soient inquiets, effectivement, puisqu'au mois de mars-avril, tout le monde voulait un vaccin tout de suite. Et puis maintenant, soi-disant, on le développe trop vite. Donc c'est un peu le paradoxe. Et on oublie souvent que le vaccin contre la grippe, qu'on administre à partir du mois d'octobre, souvent ou en novembre. On connaît la souche dans le courant du mois de janvier et février de l'hémisphère sud, et on met 6 mois également pour le développer. Donc il existe des techniques qui sont connues, de plateformes qui sont connues pour développer des vaccins. Par contre, dans des délais courts. Par contre, ce qui est exceptionnel ici, dans le développement des vaccins, c'est que jamais on n'aura eu autant de collaboration nationale et internationale et de financement tant du public que du privé pour développer des vaccins. C'est la raison pour laquelle les vaccins aujourd'hui en cours de développement Covid sont développés sur au moins 30-40 000 individus, alors que la plupart des vaccins sont développés sur 3 000 individus. Et donc, on n'a pas été trop vite. On va vite, et il y a toute une série de techniques qui permettent de limiter le temps dans l'évaluation des vaccins. Mais donc le nombre d'heures investies, si on met la somme de tout le travail dans le monde entier, quelque part, est plus long que jamais pour le développement d'un vaccin? Il n'est pas plus long, mais il est plus quantitatif, certainement. C'est-à-dire que plus long, on ne saura jamais aller plus vite que le temps. Et ça, c'est vrai que lorsque le vaccin arrivera sur le marché, et je l'espère certainement en janvier-février et éventuellement au mois de mars en Belgique, c'est qu'on aura des données d'études cliniques de maximum 4 à 6 mois. Donc personne ne saura vous dire, peut-être à l'exception de M. Poutine, que le vaccin est sûr à 2 ans, ou efficace à 2 ans. Lui seul est capable de le dire, je ne sais pas comment. Et je pense que le débat politique Poutine et ici Trump n'aide pas, bien évidemment, dans la rapidité du développement du vaccin, puisqu'on essaye d'aller encore plus vite que la musique, à l'encontre des agences fédérales, que ce soit la Belgique, l'Agence fédérale des médicaments européenne ou l'Agence fédérale américaine, et ça crée des craintes supplémentaires auprès de la population. Bon, Dominique Lambert, le mot de la fin avec vous. Évidemment, si en plus les bras de fer géopolitiques viennent s'inviter dans cette compréhension de la science, ça peut devenir un peu compliqué. Oui, bien sûr, parce que dans une crise pareille, plusieurs éléments se rencontrent. C'est une crise qui fait intervenir autre chose que la science, mais il ne faudrait pas que l'une ou l'autre des dimensions ne viennent à évincer des choses essentielles et qui, pour nous, universitaires, sont vraiment fondamentales, comme la nécessité de la rigueur ou la recherche des choses qui sont attestées par l'expérience, etc. Donc, c'est une crise qui n'est pas qu'une crise scientifique, mais il ne faudrait pas que les éléments non scientifiques évincent
les fondamentaux de la recherche scientifique. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour cette deuxième table ronde. Merci à tous les trois de votre participation. Karine Ménéfils, Dominique Lambert et Jean-Michel Denier. Et dans une poignée de secondes, on va poursuivre et parler de l'enjeu du traçage des contacts et des questions que ça pose sur notre vie privée. Merci beaucoup Arnaud de me donner la parole et je vois déjà que le soleil rayonne dans votre cœur mais aussi celui de vos invités. C'est absolument magnifique. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les hommes et femmes politiques, Jean-Luc, Maxime, Elio, Alexander, si tu nous regardes, mesdames et messieurs les membres du personnel académique, mesdames et messieurs les membres du personnel tout court, bonjour. Ça prend du temps de dire bonjour à l'université. Bienvenue dans cette édition spéciale de la météo de la rentrée académique de l'Université de Namur. Quel bonheur d'être parmi vous en cette magnifique journée d'automne. Les arbres se dénudent, les feuilles étincellent de mille et une couleurs. Le ciel, c'est vrai, s'assombrit tous les jours de plus en plus tôt. Aujourd'hui, l'horizon est radieux et aussi pétillant qu'une houppe. Cette année, comme vous le savez évidemment, un ouragan prénommé Covid s'est abattu sur toute la carte mondiale, sans épargner notre belle ville de Namur. Une catastrophe plus que climatique qui a entraîné un déluge de peur et d'interrogations. Contre toute attente, c'est l'université de Namur qui a réagi le plus rapidement. En effet, j'entends déjà les mauvaises langues dire « Oh, mais à Namur, ils sont si lents et il ne se passe jamais rien. » Bon, ça c'est vrai, il ne se passe jamais rien, même avant le coucher du soleil. C'est terrible. Et pourtant, l'UNAMUR a démontré une réactivité hors pair et une capacité indéniable à s'adapter face au changement. L'université de Namur, tel un Gaulois qui résiste face à l'envahisseur, a déployé ses protections sous la forme de chercheurs et de spécialistes aussi réactifs qu'un test Covid. Et on peut le dire, grâce à ces trouvailles et ces recherches fructueuses, l'université de Namur s'est fait connaître sur le plan international. On connaissait déjà Namur, vaguement, de réputation, grâce à Benoît Poulvourde, Henri Michaud, Nafissa Toutiyam, Cécile de France, Adolphe Sax, célèbre Dinantais de Namur, ses fêtes de Wallonie, sa citadelle, son beffroi, ses canaux, ses fraises. Oui, bon, les fraises, c'est Ouépion, mais c'est comme si c'était Namur. Et n'importe qui dans le monde peut désormais situer au même titre qu'Oxford ou Harvard, Namur sur une carte. C'était pas gagné, hein. Déjà à Liège, on avait du mal, hein. Mais cette météo est aussi zébrée de jolis cumulus. Quelques bonnes nouvelles pour cette année académique. Alors d'abord l'inauguration de la faculté des sciences, ensuite le lancement d'un master en pharmacie et un nouveau bac en informatique à Charleroi. Et aussi, grand moment de cette année académique, l'élection d'un nouveau recteur ou d'une nouvelle rectrice. Quelques prévisions à long terme maintenant. Sans nulle ombre d'un doute, grâce à cette nouvelle notoriété, il faudra s'attendre à une pluie, que dis-je, une véritable drache de nouvelles inscriptions venues des quatre coins du monde. Prévoyez déjà des agrandissements importants de vos infrastructures pour accueillir ces étudiants. Et peut-être devrez-vous même donner cours sur la citadelle. Là au moins, on sera sûr de respecter les distances. À très très long terme, nos experts météorologiques nous promettent, avec toutes les réserves et la prudence qu'il convient de garder pour une nouvelle aussi extravagante qu'improbable, un lever de soleil avec un gouvernement fédéral jusqu'en 2023. On y croit. C'est la météo, tout est possible. Et je terminerai cette édition avec les éphémérides du jour. Aujourd'hui, le 8 octobre, nous fêtons les Nagis. Les Nagis qui sont des êtres exceptionnels, absolument brillants et incroyablement beaux. On pense très très fort à eux. Le dicton du jour, si tu étudies à Namur, tu fonces droit dans le mur. Études à Namur, réussite pour le futur. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je vous souhaite une excellente journée, des débats enrichissants, une année académique sous le signe de la rapidité et de la rigueur dans cette magnifique capitale de la Wallonie. Et vous avez bien sûr reconnu Manon Le Pomme pour ce bulletin météorologique. Bien à elle. On va poursuivre, nous, en parlant de ce fameux tracing, puisque c'est le mot qui s'est imposé, même si on nous dit qu'il faudrait mieux parler de suivi de contact. Et on va en parler avec trois invités pour cette troisième table ronde. Avec nous, il y a Élise de Grave. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit ici à l'UNAMUR.
Il y a beaucoup de professeurs de l'UNAMUR aujourd'hui soir dans notre émission, spécialiste en droit du numérique. Avec nous, il y a aussi Catherine Linard. Bonsoir. Bonsoir. Professeur à l'UNAMUR en géographie de la santé. Et face à vous, un professeur de l'UNAMUR, Laurent Schumacher. Bonsoir. Vous êtes, vous, professeur d'informatique et spécialiste notamment des réseaux. Merci à tous les trois d'être là. Alors, cet enjeu du traçage, on en a reparlé d'ailleurs encore ces derniers jours avec cette fameuse appli Corona Alert qui vient d'arriver. Mais j'ai envie de parler, avant de parler de l'appli spécifiquement avec vous, Catherine Linard, de cet enjeu de la lutte contre une épidémie et de ce qu'elle implique en matière justement de suivi de contact et peut-être d'empiètement parfois sur la vie privée. Est-ce qu'il est obligatoire, quand on veut combattre une épidémie comme celle-ci, d'empiéter un petit peu sur la vie privée des citoyens, d'essayer de traquer un peu leur comportement ? Alors, l'objectif premier, tant qu'on n'a pas de vaccin, en tout cas, c'est de ralentir l'épidémie en coupant les chaînes de transmission. Donc, couper les chaînes de transmission, ça veut dire faire en sorte que quelqu'un qui est contagieux ne va pas transmettre le virus à son tour. Et donc, le suivi des contacts, il sert à identifier rapidement, le plus rapidement possible, les personnes qui sont potentiellement contagieuses parce qu'elles ont eu un contact à haut risque avec une personne infectée. C'est un outil qui est indispensable dans le cas qui nous concerne ici. D'abord, c'est indispensable si on veut revivre plus ou moins normalement tout en gardant le contrôle sur l'épidémie, et encore plus dans le cas de la Covid, étant donné, on en a déjà parlé tout à l'heure, étant donné qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont contagieuses sans le savoir, puisqu'on a beaucoup d'asymptomatiques, on a des gens qui peuvent aussi déjà être contagieux alors qu'ils sont encore en phase d'incubation. Donc pour ces raisons-là, oui, ici c'est indispensable. Indispensable, et jusqu'où est-ce qu'on doit aller ? Est-ce que dans vos rêves de géographe de la santé, d'épidémiologiste, vous vous dites que ce serait vraiment très utile d'avoir presque une espèce de puce GPS chez tout le monde pour pouvoir savoir qui se trouve où, comment le virus circule. Est-ce que, alors évidemment, j'entends bien que ça fait réagir déjà, et notamment Élise de Grave qu'on va entendre dans un instant, mais est-ce que vous vous dites, quelque part, le meilleur moyen, si on voulait vraiment se battre contre ce virus de la manière la plus efficace possible, est-ce que c'est ça ? C'est sûr que ce serait le rêve du géographe de la santé. Oui. Oui, c'est sûr que ce serait utile, certainement, pour savoir plus précisément que ce qu'on sait pour l'instant, savoir où circule le virus. Ici, on est fortement limité par les données, par exemple, les nombres de cas confirmés. On a les données par commune, et ce sont les communes de résidence. Donc, ça veut dire que, ici, par exemple, à l'université, on a pas mal d'étudiants qui sont contaminés, qui sont coteurs, mais qui vont être enregistrés dans leur commune de résidence. Donc, il faut bien se rendre compte que le nombre de cas qu'on enregistre aujourd'hui dans la commune de Namur, il est fortement sous-estimé. Donc oui, il y a beaucoup de biais dans les données aujourd'hui, et plus on aurait des données précises, plus ça nous aiderait à contrôler cette épidémie. Donc d'un point de vue théorique, en tant qu'épidémiologiste, évidemment, ce serait très utile. Bon, alors, notre spécialiste de la vie privée, ici, Élise de Grave, vous, est-ce que vous vous dites, quelle horreur ce traçage pour la vie privée ? Ou bien est-ce qu'il y a un juste milieu qui peut être trouvé ? Alors moi je fais vraiment confiance aux épidémiologistes, et quand ils nous disent que le traçage est nécessaire, je les crois. Mais je pense qu'il faut bien être conscient qu'il ne faut pas choisir entre vie privée et santé. Il faut choisir les deux, il faut prendre les deux, mais il faut avoir les bons réflexes. Le premier bon réflexe à avoir, c'est la proportionnalité. On ne tue pas une mouche avec un bazooka. Ça fait un clin d'œil à mes étudiants qui adorent cette métaphore. Et donc effectivement, il faut utiliser toutes les données qui sont nécessaires pour lutter contre le virus, mais uniquement ces données-là. Et donc, c'est vrai que pour le moment, c'est un peu difficilement compréhensible, savoir pourquoi est-ce qu'on a été créé une énorme base de données auprès de Sciences & Technologies dans laquelle on met plein d'informations, y compris le scan des poumons, le numéro de registre national qui est aussi le numéro fiscal, etc. Des données dont on ne sait pas ce qu'on va faire après, mais ici, dans l'immédiat, dans l'urgence, on n'a pas l'air d'en faire grand-chose. Et par exemple, pour le cas des cotes, c'est intéressant de voir qu'on enregistre
l'étudiant auprès de son domicile, mais on est incapable de voir quels sont les lieux de cote, alors qu'en principe, justement, une des données, c'est la collectivité qui doit être enregistrée auprès de Sciences & No, et ça, on n'a pas l'air d'en faire quelque chose, et Sciences & No n'a pas l'air capable de sortir de sa base de données les informations sur les clusters dans les cotes. Et le deuxième bon réflexe à avoir, je crois, c'est d'être clair avec les citoyens et de ne pas leur vendre du rêve. On en a parlé tout à l'heure en disant il faut faire part des doutes. Et moi, j'ai des plus gros doutes pour le moment avec l'application Corona Alert. On est en train d'avoir un discours à moitié enthousiaste, à moitié culpabilisant en disant aux citoyens si vous voulez sauver ne fût-ce qu'une vie, téléchargez cette application. Sauf que pour le moment, on n'est pas sûr que ça permettra de sauver une seule vie et que quand bien même ça permettrait de sauver une seule vie, ça pourrait peut-être en condamner beaucoup d'autres parce que, ici je vais parler sous le contrôle de mon collègue Laurent Schumacher avec qui on travaille beaucoup pour le moment, cette technologie n'est pas encore au point. Le Bluetooth est aveugle, donc le Bluetooth ne voit pas si la personne porte un masque, s'il y a un plexiglas avec la personne, entre la personne et la personne éventuellement contaminée, ne voit pas s'il y a une plaque de gyproc. Et donc moi j'ai les plus grandes craintes sur le fait que cette application va envoyer des fausses alertes chez des gens qui n'ont aucune raison d'être contaminés, qui vont être stressés, qui vont filer chez leur médecin, donc surcharger encore plus les médecins, surcharger encore plus les centres de tests, tout ça pour une application qui ne résout pas les problèmes du traçage manuel, puisque ça ne va pas empêcher les centres de contact de vous téléphoner pour savoir qui vous avez croisé. Voilà donc mes doutes. Voilà pourquoi vous avez des doutes, et pourquoi pour vous ça pourrait avoir des effets pervers d'engorger, par exemple, avec des cas chez les centres de testing où ce ne serait pas forcément nécessaire. Est-ce que vous partagez, vous, en tant qu'informaticien, on le disait, spécialiste des réseaux, Laurent Schumacher, professeur d'informatique, ces inquiétudes-là? Ou bien est-ce que vous dites, non, justement, la technologie est sûre, on peut non, je les partage d'un point de vue scientifique. Ce que Élise met en évidence, c'est la corrélation implicite que nous faisons entre le contact entre deux téléphones par un biais, ici c'est le Bluetooth, et le risque de contagion entre deux êtres humains. Et à ce stade-ci, je n'ai pas connaissance d'études qui démontrent la corrélation forte entre les deux, ou qui permettent d'écarter des scénarios où il y a eu contact entre les téléphones mais il n'y a pas eu de contagion, ou à l'inverse, les téléphones ne se sont pas vus mais les personnes se sont contaminées. Donc la question scientifique du transfert d'un contact technologique dans un contact épidémiologique, si je peux m'exprimer ainsi, elle reste posée. Maintenant, dans l'urgence, nous n'avions pas, nous en tant que collectivité, les moyens de venir avec un ajout d'informations sur ce contact technologique pour essayer de le rendre plus robuste par rapport à ce questionnement. Mais j'ai envie de vous dire que quelque part aussi, quand les personnes sont appelées par un call center et qu'elles doivent décrire leur contact, c'est pas toujours évident non plus pour elles de savoir si ça a été vraiment un contact problématique, si oui ou non on est resté suffisamment longtemps, etc. En quoi est-ce que le téléphone et cette technologie Bluetooth seraient éventuellement plus problématiques ? Je ne situerai pas cette discussion sur un caractère problématique. Il est évident que le recours à une application nous permet de compenser finalement notre faiblesse humaine dans notre capacité à nous souvenir qu'on a rencontré sans agenda au cours de la dernière quinzaine. Donc c'est clair que quelque part on automatise notre mémoire, c'est le cœur même de l'informatique, c'est une automatisation d'un certain nombre de tâches. L'application est très forte sous cet angle-là, mais il faut être conscient qu'elle peut aussi nous donner des faux positifs, des faux négatifs. Et à ce stade-ci, on est un peu entre les deux. Je pense qu'on s'est lancé très fort dans le développement de cette application, mais elle va servir de galop d'essai pour la prochaine pandémie. On sait qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 700 000 personnes, si je ne m'abuse, qui l'ont déjà téléchargé. Qu'est-ce que vous répondez, Catherine Linard? Vous n'êtes pas non plus ici la représentante de l'application, hein, mais qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes-là? Mais je pense que c'est un outil qui est complémentaire à ce qui existe déjà et qui peut être utile dans certaines circonstances. C'est sûr que le contact manuel sera utile voilà, on peut faire la liste des gens qu'on a vus, les gens qu'on connaît, mais lorsqu'on est dans un lieu public, qu'on ne connaît pas forcément les gens qui sont autour de nous, dans ce cas-là, l'application peut être utile. Je pense au transport en commun, par exemple. Là, typiquement, l'application va détecter les contacts qu'on n'aurait pas pu détecter avec le traçage manuel. Donc je pense qu'il y a une certaine complémentarité avec les outils et qu'à l'heure actuelle, il faut pouvoir jouer sur cette complémentarité. Élise Degrave, est-ce que vous dites quand même qu'il y a des cas où
effectivement, ça peut apporter quelque chose en plus, une utilité. Notamment, on parlait de ce cas des transports en commun, où là, on ne peut pas retenir, évidemment, qui on avait en face de soi dans le train. Oui, mais quand je pense au cas où éventuellement ça pourrait être utile, je pense tout de suite au transport en commun, mais uniquement à cet exemple-là. Mais alors, il nous manque aussi, et ça rejoint ce que Dominique Lambert disait tout à l'heure à propos de la pédagogie, il nous manque des explications sur les mesures que l'on s'efforce à mettre en place pour le moment, notamment le port du masque. Est-ce que si chacun porte son masque dans les transports en commun, mais qu'il y a moins d'1,5 mètre de distance, est-ce que oui ou non les personnes sont protégées? Je trouve qu'avant de télécharger l'application, on doit pouvoir avoir cette information entre les mains et comprendre très clairement qu'est-ce qui sert à quoi. Est-ce que ça, c'est un des problèmes que vous pointez? Il n'y a pas assez d'informations, du coup, sans doute peut-être pas assez de confiance sur les processus à l'œuvre dans ce traçage de manière générale, dans ce qui est fait, vous le disiez, avec la base de données. Ça, pour vous, c'est un problème? Oui, moi j'aime bien comparer cette application à une voiture. Donc on dit, les créateurs de l'application disent que la voiture est sécurisée. Pour le moment, on ne peut que les croire parce qu'on a très peu pu ouvrir le capot pour voir ce qu'il y avait dans ce moteur. On connaît le code source quand même, oui, etc. On a des éléments. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette voiture, on l'envoie sur des routes qui sont dangereuses parce que le système de traitement de données des citoyens par l'État, c'est quelque chose qui est très peu connu. Mais c'est un système qui est malade. Et c'est un système aussi des routes dangereuses qui sont soumises à un code de la route qui est chaotique. Il est illisible, il est inexistant. Et là, tous les partis sont complices parce qu'ils sont tous foncés dans une procédure législative qui n'est plus devenue législative, qui a été capturée. On manque d'un cadre légal clair. On manque d'un cadre légal, on manque d'un débat démocratique. Et un débat démocratique, c'est pas juste pour faire plaisir aux juristes qui cherchent de la lumière, c'est pas ça. C'est l'occasion de mettre sur la table des problèmes concrets qui touchent les citoyens dans leur quotidien, et notamment, s'il y avait eu un débat démocratique, on aurait pu parler de cette technologie Bluetooth avec des experts de tous les secteurs. Laurent Schaumacher, vous êtes d'accord, vous, avec ça, vous qui comprenez ces systèmes en tant que spécialiste des réseaux, ce qui n'est pas notre cas de la plupart d'entre nous. Est-ce que vous avez les mêmes doutes liés peut-être à une information insuffisante, à un cadre légal pas clair? Vous comprenez que cette confiance entre le citoyen et l'utilisation de ces données par l'État, que ce soit pour cette appli mais aussi pour d'autres enjeux, que cette confiance, elle ne soit pas là? Mais la confiance, elle ne se décrète pas. Et donc, on a avec le scénario Corona Alert, comme avec d'autres scénarios, la nécessité de gagner la confiance de l'autre partie. Et dans le monde qui me concerne, l'informatique, la manière de gagner la confiance, c'est d'ouvrir le code, d'ouvrir l'application et de montrer que la recette, l'algorithme, qui souvent est connu de tous, on l'a implémenté d'une manière qui n'est pas biaisée, qui ne présente pas des failles ou des erreurs. Ce n'est pas nécessairement un scénario de méfiance ou c'est une méfiance scientifique. On essaie de vérifier qu'effectivement les choses se déroulent comme elles devraient se faire. Alors sur le scénario bien précis de Corona Alert, le code source commence à être disponible. Donc au niveau de l'application, j'aurais tendance à dire que la confiance se gagne au sein de la communauté, mais comme Élise l'a évoqué, sur les interactions de l'application avec le reste de ce qu'on appelle le système d'information de l'État, donc CNSANO pour faire simple, là on ne peut pas aller ouvrir le capot. Et donc on doit prendre pour argent comptant ce qui nous revient. Et vu les cafouillages auxquels on a assisté au cours des derniers mois, clairement, cette confiance n'existe pas implicitement. Donc, pour reprendre la métaphore d'Élise de Grave, on commence à pouvoir ouvrir le capot de la voiture, mais les règles qui régissent la circulation et qui le décident et comment ça se passe, là, on ne voit pas suffisamment clair à vous entendre. Bon, petit tour de table très rapide, parce qu'on est déjà au bout, en 30 secondes chacun. S'il fallait faire quelque chose, envoyer une suggestion notamment aux politiques pour essayer de gagner justement cette confiance, parce que la confiance, elle est importante pour Corona Alert, mais dans la gestion de l'épidémie de manière générale. Catherine Linard. Alors moi, je pense qu'il faudrait faire une distinction très claire entre les données qui sont utiles au suivi des contacts, qui sont des données assez simples finalement, et qui peuvent être effacées après 15 jours, et les données qui sont utiles à la recherche. Donc là, il y a toute une série d'autres données, l'âge, le sexe, le lieu de résidence, la profession, le niveau socio-économique. Tout ça peut être collecté aussi, mais c'est pour la recherche, et du coup, ça peut être anonymisé. Donc il faudrait dire clairement aux citoyens, attention, il y a des données de deux types différents et on les sépare. On les sépare, et il y a une partie qu'on peut anonymiser, ça c'est important. Élise de Grave, suggestion, vous, s'il fallait gagner cette confiance citoyenne. Moi, je rebondis sur ce que dit Catherine et j'élargis. Je crois qu'il faut assainir le système d'utilisation des données des citoyens par l'État. Les fondations qu'on a mises, on a été un des premiers États à utiliser ces données en Europe. Elles datent de 1990, les fondations, elles étaient bonnes, mais elles ont été pourries avec le temps par des conflits d'intérêts, par des prises de pouvoir illégitimes, par des pratiques anticonstitutionnelles. Il faut assainir ça, et je pense que les experts ont vraiment un beau rôle à jouer là-dessus dans une démarche constructive. Il faut
faut resserrer les verrous démocratiques. Je pense par exemple à l'indépendance de l'autorité de protection des données, qui n'est pas indépendante pour le moment. Et puis par ailleurs, il faut, une fois que ce système est assaini, il faut le mettre en lumière avec pédagogie pour expliquer aux citoyens comment fonctionne ce pacte entre le citoyen et l'État dans l'utilisation de ces données à caractère personnel et lui permettre même de voir ce qui se passe avec ces données. Une fois qu'elles sont dans l'administration, où est-ce qu'elles partent pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe et contrôler ce qui se passe. Éventuellement pouvoir se loguer lui-même et savoir comment chacune de ces données est utilisée. Laurent Schumacher, le mot de la fin là-dessus. Élise a posé le problème, c'est le problème du conflit d'intérêts. Celui qui manipule la donnée ne peut pas être celui qui vérifie que la donnée est manipulée correctement. Donc on a besoin d'une espèce de comité I, à l'image du comité P, qui surveille le fonctionnement du système d'information. Donc pour vous, ça c'est un des enjeux à signaler au monde politique. On manque d'une vraie gouvernance de la donnée en Belgique, d'un contrôle aussi démocratique de la donnée, de la façon dont elle est utilisée. Élise est mieux placée que moi pour le dire, mais les bonnes pratiques existent pour le mettre en œuvre. Et on est là pour les aider. Bon, eh bien, écoutez, message des scientifiques à la société et au monde politique, on l'a compris, c'est un des enjeux que l'on évoque ce soir. Merci à tous les trois pour votre participation à cette table ronde. Et on va poursuivre avec notre 4e table ronde où on va maintenant se projeter un peu sur l'avenir et sur les leçons peut-être à tirer aussi de cette crise pour l'après. Merci à nos 3 invités suivants de nous rejoindre. Je dis 3, ceux qui sont dans la salle ici se demandent pourquoi. C'est parce que nous avons aussi une invitée qui est avec nous en duplex vidéo. Avec nous tout d'abord Laura Latour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du TRAC ici à Namur, hub créatif de Namur en lien avec l'université. On va en parler dans quelques instants avec vous. On a en duplex vidéo, je le disais avec nous, Claire Anaïs Boulanger. Est-ce que vous nous entendez bien, Claire Anaïs? Bonsoir. Oui. Voilà, vous êtes chercheuse, vous, au sein du TRAC, et vous vous intéressez notamment à la problématique des tiers-lieux, et à ce que ces tiers-lieux peuvent mettre en œuvre dans le cadre de la transition vers plus de durable. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Et puis avec nous aussi Étienne de Calataille, bonsoir. Vous êtes, vous, professeur d'économie ici à l'UNAMUR. Merci à tous les 3. Alors on va peut-être commencer avec du concret, hein, c'est toujours mieux de commencer par du concret, Laura Latour, et peut-être revenir sur ce que ce hub créatif du TRAC a pu permettre de mettre en œuvre au plus fort de la crise, dans des solutions très concrètes en interconnexion avec le monde médical. On se souvient de tous ces moments de pénurie sur une série de produits majeurs. On a pu voir que mettre des créatifs et différentes compétences en interconnexion permettait de trouver parfois assez vite des solutions. Oui, effectivement, au sein du TRAC, donc, on était dans un Fab Lab et puis en fait assez vite, le milieu des makers, ce réseau s'est connecté entre makers, entre Fab Lab et très vite... On va peut-être traduire un tout petit peu pour ceux qui ne sont pas super spécialistes de tous ces mots-là. Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique, donc avec des machines à commande numérique, donc notamment qui favorisent le prototypage, comme des découpeuses laser, des imprimantes 3D et autres, et qui sont ouverts à différents types de publics pour prototyper très rapidement une idée. Et des makers, ce sont des gens qui font, donc qui sont dans le faire, et effectivement, il y a une communauté de makers dont on fait partie au niveau du Fab Lab du TRAC. Le TRAC qui est fondé par 3 partenaires, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, qui sont le KIC, l'Université de Namur et le BEP, donc le Bureau économique de la province. Et donc qui contient toute une série de services, dont un Fab Lab avec des makers, des machines et une communauté qui a été très active pendant la crise puisqu'on a pu enclencher une machine de production de visière, donc grâce à une entreprise du territoire et puis grâce à l'amélioration d'un prototype de visière qui a été fait dans un autre Fab Lab. Et puis aussi, on a travaillé sur un prototype de pouce-seringue en lien avec une communauté, donc un pouce-seringue qui est fait en open source et qui est fait en croisement avec des communautés nationales et internationales, et puis aussi mixé avec des communautés qui travaillent notamment sur des respirateurs. Et où on a eu la chance très vite que dans ces outils, des outils de communication à distance, des médecins fassent confiance en fait à ces communautés-là, identifient très vite les besoins au cœur de cette crise et se disent « Ok, nous on sent que le système, on atteint les limites des mécanismes de production traditionnels et donc il faut qu'on fasse appel à autre chose. » Et donc cette communauté qui est là, qui est équipée grâce à ce projet qui est financé par l'Europe,
comment ils peuvent notamment venir en aide, enclencher rapidement, de manière assez agile en fait, des compétences très disparates, parce qu'en fait au final c'est ça la force de ces lieux, c'est que des ingénieurs croisent des designers qui croisent des pensionnés et qu'en fait très vite ils enclenchent des mécanismes et ils testent. Donc très vite aussi, la force de ces lieux, c'est d'aller voir en fait, dans des hôpitaux pour tester par exemple ces visières qui avaient des soucis, par exemple de buée, par exemple d'inclinaison de visière et de taille, et d'améliorer sans cesse en fait, les process grâce à ces équipements qui sont là et finalement qui procèdent par essai-erreur. Oui, ce qui est beaucoup plus difficile évidemment quand on fait une commande à l'extérieur en très grand nombre. Ici, au fil même de la production, vous pouviez adapter les produits par rapport à la demande, par rapport au retour du terrain. Claire-Anaïs Boulanger, vous êtes avec nous en duplex, on le disait, petit retour de zone rouge et donc quarantaine obligée. On a envie d'avoir votre regard un petit peu d'analyste puisque vous travaillez sur ce qu'on appelle les tiers-lieux, dont le TRAC peut être considéré comme un tiers-lieu. Peut-être expliquer d'abord ce qu'on entend par tiers-lieu et en quoi vous vous dites, tiens, peut-être que là, il y a quelque chose qu'on devrait pouvoir penser pour l'après de manière plus large que dans quelques endroits bien limités aujourd'hui. Oui, donc les tiers-lieux, c'est des espaces qu'on dit hybrides et qui peuvent être hybrides à plus d'un terme, dans le sens où ils vont être hybrides à la fois par le type de compétences qu'ils vont mettre en présence, le type d'activité et aussi les domaines de la vie qu'ils vont mobiliser. Parce que ça va être des lieux où on va pouvoir à la fois travailler, à la fois avoir une vie sociale informelle et parfois même habiter dans certains tiers-lieux. Et donc en fait, on se retrouve vraiment avec une mixité d'usages, une mixité de compétences assez importante. Et quand vous voyez ce qui s'est passé ici avec le TRAC, mais qui a pu se passer, j'imagine, dans d'autres tiers-lieux, dans cette crise, avec en plus des situations de confinement qui ont créé des dynamiques de relations différentes, etc., est-ce que vous vous dites que là, peut-être, sur ces lieux qui paraissent des lieux de créativité, de résilience aussi, il y a moyen de construire peut-être quelque chose de différent, un maillage différent dans notre société, dans notre économie, dans notre façon de vivre? Oui, je pense que c'est des lieux intéressants dans le sens où, tant finalement dans la crise du coronavirus que, donc, puisque moi je m'intéresse au durable, que dans tous les enjeux de durabilité auxquels on doit faire face, on est dans des situations où en fait on connaît pas ce qu'on doit faire, on est obligé de tâtonner et en fait on est dans des situations aussi où on est face à des enjeux qui sont extrêmement multidisciplinaires. Et donc en fait on peut pas s'attaquer à cette problématique-là en n'ayant qu'une petite perspective. Et en fait ces lieux-là, de par le fait qu'ils mettent en contact des compétences et des profils extrêmement différents, vont permettre en fait d'aborder cette problématique en tenant compte de cette complexité. Après, ça c'est le principe d'un tiers-lieu. Après, il y a toute la dynamique qui doit se mettre en place. Il suffit pas de mettre en fait les bons profils et les bonnes activités en présence. C'est aussi comment est-ce qu'on fait prendre cette sauce-là. Et ça, alors, ça revêt plein de questions. Et c'est aussi pour ça que le TRAC est intéressant pour l'université et de manière générale pour la société. C'est que c'est vraiment un espace où on peut essayer de décoder comment justement tous ces mécanismes se mettent en place. Et c'est un peu l'objet du groupe de recherche de l'Université de Namur au sein du TRAC. Et à vous entendre, effectivement, il y a l'idée avec ces tiers-lieux de pouvoir à un moment donné improviser peut-être plus facilement parce qu'il y a plein de compétences, il y a de la créativité dans des moments de crise où on est un peu obligé, et ça on a tous connu, d'improviser. Étienne de Calataille, vous êtes économiste, on le rappelle, avec une vision sans doute aussi un petit peu plus macro sur l'économie. Quand vous entendez ça, vous dites « oui, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est bien joli, mais ça reste un petit peu sur le côté » ou bien est-ce que vous voyez la possibilité peut-être de construire sur base de ce genre de choses une société, une économie aussi demain, qui serait peut-être moins sujette à ce qu'on a pu connaître dans cette crise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des lignes d'approvisionnement qui s'arrêtent, il y a la difficulté d'avoir des masques, la difficulté d'avoir certains produits de première nécessité. Est-ce qu'on doit tirer parti de ça et penser peut-être l'après différemment sur base de ce genre de choses ?
Il faut espérer effectivement que la souffrance endurée ne soit pas en plus inutile et qu'on n'en tire pas quelques enseignements. Donc il faut certainement souhaiter que nous soyons plus riches de ce que nous aurons appris et que des initiatives très bottom-up comme celle dont nous parlons ici ont certainement à apporter une partie de la réponse en complément de stratégies plus centralisées, plus top-down, comme on a eu l'habitude de le voir. Je pense que la crise va avoir des vertus de stimulation de la créativité, mais elle peut aussi avoir des effets négatifs sur la créativité. La crise peut être stimulante comme elle peut être tétanisante. Si nous sortons de la crise en ayant peur de nous lancer comme entrepreneurs parce qu'on aura vu nombre de faillites, si demain on a encore plus peur de se lancer qu'hier, on n'y aura rien gagné. Mais d'un autre côté, les faillites, si elles peuvent tétaniser, elles peuvent aussi, entre guillemets, c'est triste à dire, mais c'est une réalité, laisser de la place pour l'émergence de nouveaux acteurs. Donc aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur le sujet, mais ça peut tomber du bon côté comme du mauvais. Laura Latour, est-ce qu'il y a cette idée-là aussi derrière vous? Est-ce que ça reste dans l'idée, on est un labo de créativité, ou bien est-ce qu'on se dit peut-être qu'il y a là une façon de construire les choses plus largement demain? Est-ce que vous vous êtes dit pendant cette crise, ça c'est quelque chose qu'on doit absolument élargir, développer pour la suite? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses. Ça s'est fait de manière assez spontanée, tout ça, donc de manière très rapide. Ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'il y a des leçons à en tirer. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir répéter ces choses et prendre une place en dehors d'un moment de crise aussi, et donc de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est la force d'un lieu comme le TRAC, c'est d'avoir des partenaires, d'une part, qui sont sur le terrain, qui font, et puis des personnes qui peuvent accompagner justement l'entrepreneuriat quand on dit il y a des doutes, etc. Moi, je dis oui, mais les doutes, c'est plutôt une bonne chose. Allons-y, testons. Et on a la chance d'être dans un lieu qui permet ça et qui, avec l'université qui fait partie du projet, nous permet aussi d'avoir des moments de prise de recul, de dire OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux de ces lieux, c'est le collectif. Monsieur Abra en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un gros enjeu et c'est une des plus grosses leçons, en tout cas, moi, je pense, de cette crise, c'est que, en fait, ensemble et en valorisant les différences plutôt qu'en faisant des silos de compétences, je pense qu'elle est là, la vraie innovation, ce qu'il faut pousser aujourd'hui, et des lieux comme les hubs qui permettent la rencontre, l'informel, l'intérêt d'autres compétences et la découverte du coup de mondes qui ne sont pas les nôtres, mais dans des environnements aussi qui favorisent, OK, il y a du doute, mais finalement c'est bienveillant en fait, donc on peut y aller, on peut tester des choses, et puis l'intérêt derrière, c'est d'analyser ce qui s'est passé pour en tirer des leçons pour la suite. Étienne de Calataille, est-ce que on est obligé, pour demain, de repenser, on parle beaucoup de résilience, on l'entend dans vos mots, un système qui soit plus résilient? Est-ce qu'on va devoir, quelque part, en Wallonie, par exemple, demain, fabriquer des masques, fabriquer des respirateurs, mais peut-être aussi toute une série d'autres choses, en se disant qu'on a constaté dans cette pandémie qu'à un moment donné, les chaînes peuvent se couper et qu'on peut manquer de tout. On est obligé de repenser ça, ou bien vous n'y croyez pas et on va peut-être simplement adapter un peu la mondialisation? Mais autant j'ai bien aimé qu'on réfléchisse en termes de résilience, autant je n'ai pas trop aimé la dimension de relocalisation nationale, voire régionale, de la chose. Au contraire, il faut sortir de cette crise avec une notion de la nécessité de coopérer, de notre interdépendance. Ce que ceci montre, c'est que nous sommes particulièrement interdépendants. Pour ceux qui l'auraient oublié, on l'a toujours été, mais nous ne le sommes certainement pas moins aujourd'hui qu'hier. Et donc je ne pense certainement pas qu'en ayant dans chaque pays ou dans chaque région ces unités de fabrication de je ne sais quoi, que nous serons à même de résister aux difficultés de demain. Donc je pense que ça, c'est envoyer un très mauvais message. Ça ne veut pas dire que produire local n'a pas des vertus, mais vanter le local parce que c'est local, ça, je ne voudrais certainement pas. Ce n'est pas bon en termes de résistance. On résistera mieux en échangeant que chacun dans sa forteresse. Et incidemment, même sur le plan environnemental, ce qui est local n'est pas nécessairement bon. Si vous voulez absolument offrir des roses, il vaut peut-être mieux des roses du Kenya parce que l'incidence de les faire venir en avion, c'est plus faible que de les faire cultiver dans des pays où le climat n'est pas approprié. J'en sais rien, c'est un bête exemple. Donc, soyons... On ira vérifier, bien sûr, en fact-checking, le bilan carbone de chaque rose. Mais je l'ai lu. Ça va. Vous nous donnerez les sources, Étienne de Calataille. Claire-Anaïs Boulanger, une réaction sur ça. Est-ce que vous, derrière, et dans l'approche d'analyse que vous faites, il y a cette idée que
quelque part, ce modèle, notamment des tiers-lieux, c'est quelque chose qui va devoir demain complètement mailler la société, ou bien est-ce qu'on va, je dirais, dans un écosystème, garder ces dynamiques d'échange internationales, parce que Étienne de Calata, il nous dit non, surtout pas le protectionnisme, mais en même temps peut-être pouvoir construire davantage localement sur cette dynamique d'échange? Ouais, je pense que les tiers-lieux, c'est pas voué à remplacer en fait les échanges internationaux. Je pense que les tiers-lieux, il faut les voir comme des espaces qui permettent l'expérimentation et duquel on va pouvoir tirer une série d'apprentissages qui, alors, ces apprentissages-là peuvent être exportés en fait au reste de la société. Donc c'est pas un modèle qui a pour vocation de prendre toute la place. Par contre, là où je pense qu'il y a vraiment un enjeu, c'est comment est-ce qu'on apprend à travailler avec ce modèle-là, parce que c'est des façons de travailler en fait auxquelles on n'a pas l'habitude, c'est des façons de travailler qui nécessitent beaucoup d'informel, qui nécessitent aussi de la place à l'impromptu, qui nécessitent de pas pouvoir tout contrôler, de pas mettre d'objectifs. Et c'est dans ces conditions-là en fait que l'émergence se crée. Et que des projets qui peuvent être riches et correspondre alors à des problématiques locales peuvent émerger. Et donc l'enjeu, je pense qu'il est plutôt là, c'est comment en fait on concilie ces nouveaux modèles émergents avec ce qui existe déjà et qui ne doit pas forcément être voué à disparaître, quoi. Oui, c'est ça. Pépinière, un peu, on l'entend, de créativité qui doit servir dans un modèle plus large. Et si je devais paraphraser ou caricaturer, l'idée, c'est pas que tout le monde demain imprime sur des imprimantes 3D tous nos objets de consommation. Ça, on l'a bien compris. Merci en tout cas à tous les trois pour cet échange. Ça ouvre évidemment plein de portes sur la créativité. On pourrait faire encore de très nombreux débats. Merci aussi à vous de nous avoir suivis durant ces 4 tables rondes dans cette édition spéciale. On a un tout petit peu débordé du timing, mais c'est parce qu'il y avait plein de choses intéressantes à dire. On va terminer en retrouvant le recteur de l'Université de Namur, Naji Abraham. Oui, donc la tradition m'appelle à un moment solennel qui est l'ouverture de l'année académique. La tradition universitaire a ça depuis des siècles et le mot ouverture n'a jamais pris autant d'importance qu'aujourd'hui. Donc vraiment, on a fait beaucoup d'efforts pour que l'université reste ouverte et elle sera ouverte. Donc je déclare formellement l'année académique 2020-2021 ouverte. On me dit qu'il y a certaines annonces à faire. J'aurais voulu vous inviter aussi, c'est une tradition au cocktail, mais il n'y en aura pas. Par contre, l'université est un lieu de débat. Je ne sais pas si c'est à toi de l'annoncer ou moi. Une série de conférences sont prévues pour poursuivre le dialogue avec nos experts. Et donc, je viens de recevoir le titre de la première, je ne sais pas si c'est à moi, le 22 octobre, en live, avec comme sujet « Peut-on tout faire dire aux statistiques ?» et aux chiffres. Donc le débat continue avec nos experts. Et enfin, une vidéo de remerciement à tous ceux qui ont permis que cette année soit ouverte et que l'université reste ouverte. Let's go!